Cette histoire m'a été envoyée par une abonnée nommée Valentina qui vit en Colombie. Ce qu'elle a vécu il y a 5 ans l'a obligée à déménager de son appartement et à changer complètement sa relation avec les miroirs. Si jamais tu as eu l'impression que quelque chose t'observait depuis un miroir, ou que tu as vu quelque chose dans le reflet qui ne devrait pas y être, fais-le moi savoir dans les commentaires. Ces expériences sont plus courantes que tu ne l'imagines. Maintenant, ce que Valentina a vécu implique une présence qui se manifestait exclusivement à travers les miroirs de son appartement et qui est devenue de plus en plus agressive et dangereuse avec le temps. Prépare-toi, car cette histoire est troublante. Je m'appelle Valentina, j'ai 34 ans, et ce que je vais raconter s'est passé il y a 5 ans à Bogota, dans un appartement que j'ai loué dans le quartier La Candelaria. C'est une histoire que j'ai mis des années à pouvoir partager, principalement parce que pendant longtemps, j'ai pensé que je devenais folle. Que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, était le produit de mon imagination ou d'un déséquilibre mental. Mais ce n'était pas le cas. C'était réel. Aussi réel que n'importe quoi d'autre dans ce monde. Et le pire, c'est que ça y est toujours, dans cet appartement, attendant la prochaine personne qui commettra l'erreur de le louer. Tout a commencé en août 2018. Je venais de terminer une relation de 6 ans et j'avais besoin d'un changement radical. J'ai décidé de déménager de Medellín à Bogota, de repartir à zéro, de trouver un nouveau travail, une nouvelle vie. J'ai trouvé un emploi comme graphiste dans une petite agence et j'ai commencé à chercher un appartement. La Candelaria est un quartier magnifique, historique, rempli de maisons coloniales transformées en appartements. Il a ce vieux charme qui m'attirait. Les rues pavées, les murs aux couleurs vives, les balcons fleuris. C'était exactement le genre d'endroit où je voulais vivre. L'appartement que j'ai trouvé semblait parfait. Il était au 3e étage, dans un bâtiment colonial restauré. Une pièce, cuisine intégrée, salle de bain complète, et le meilleur de tout, un prix incroyablement bas pour la zone. La propriétaire, une vieille dame nommée Blanca, m'a expliqué qu'il était vide depuis quelques mois et qu'elle devait le louer rapidement. J'aurais dû demander pourquoi il était vide si longtemps. J'aurais dû demander pourquoi le prix était si bas. Mais j'étais désespéré de trouver quelque chose rapidement et dans mon budget. J'ai signé le contrat et j'ai emménagé 1 semaine plus tard. Les premiers jours étaient normaux. Déballés, organisés, décorés. L'appartement était joli, avec de hauts plafonds, des poutres en bois apparentes, de grandes fenêtres donnant sur la rue. Il y avait un grand miroir dans la salle de bain, comme c'est normal. Et la propriétaire avait laissé un miroir en pied dans la chambre, appuyé contre le mur. Ce miroir vient avec l'appartement, m'avait dit Madame Blanca lorsque j'ai signé le contrat. Il est ancien, il a de la valeur. S'il vous plaît, prenez-en soin. C'était un beau miroir, je l'admets. Cadre en bois sculpté, sombre, avec des motifs floraux intriqués. Le verre avait cette qualité légèrement ondulée des miroirs anciens, ceux qui déforment le reflet très subtilement. J'aimais ça. Cela donnait du caractère à l'espace. La première semaine a été tranquille. Je m'adaptais au nouveau travail, à la ville, à vivre seul à nouveau après tant d'années. Les nuits étaient silencieuses. Je dormais bien. C'est au cours de la 2e semaine que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'étais dans la salle de bain, en train de me brosser les dents avant de dormir, quand j'ai vu quelque chose dans le miroir. Un mouvement dans le reflet derrière moi. Comme si quelqu'un était passé par la porte de la salle de bain. Je me suis retourné rapidement. Il n'y avait personne. J'ai de nouveau regardé dans le miroir. Seulement mon reflet, le mur derrière moi, la porte ouverte qui donnait à la chambre vide et sombre. « Tu es fatigué », me suis-je dit. C'est juste le reflet de quelque chose dans la fenêtre. J'ai fini de me brosser les dents et j'ai essayé de ne plus y penser. Mais cela a commencé à se produire plus souvent. Je percevais des mouvements dans ma vision périphérique quand je passais devant le miroir de la salle de bain. Quand je m'habillais le matin devant le miroir en pied, parfois je sentais que mon reflet bougeait 1 seconde après moi, comme s'il y avait un décalage, un minuscule retard. Je me suis rationalisé. C'était le vieux miroir, le verre ondulé, mes yeux me jouant des tours, rien de plus. Mais ensuite, les nuits ont commencé. La première fois que je l'ai vu, c'était un mardi à 3 heures du matin. Je me suis réveillé en ayant besoin d'aller aux toilettes. À moitié endormi, j'ai marché dans l'appartement sombre jusqu'à la salle de bain. J'ai allumé la lumière, et là, elle était. Dans le miroir, derrière mon reflet, il y avait une femme. Ce n'était pas un reflet de quelque chose de réel. Il n'y avait personne derrière moi dans la salle de bain. Mais dans le miroir, clair comme le jour, il y avait une femme debout dans mon dos. Elle était pâle, très pâle.
Elle avait de longs cheveux noirs qui tombèrent sur ses épaules comme des rideaux sombres. Elle portait quelque chose de blanc, une chemise de nuit ou une robe, tachée de quelque chose de sombre. Et ses yeux me regardaient directement. Pas mon reflet. Moi. J'ai crié et je me suis retourné. La salle de bain était vide. J'ai regardé dans le miroir à nouveau. Elle était toujours là. Mais maintenant, elle souriait. J'ai couru hors de la salle de bain et j'ai allumé toutes les lumières de l'appartement. Mon cœur battait si fort que je pensais que j'allais m'évanouir. Je me suis assise sur mon lit, tremblante, essayant de traiter ce que je venais de voir. Ce n'était pas réel, me répétais-je. C'était une hallucination. Tu étais à moitié endormi. Les ombres, la lumière, ton esprit créant des choses. Mais l'image était gravée dans mon cerveau. Ce visage pâle, ces yeux noirs, ce sourire. Je ne suis pas retourné aux toilettes cette nuit-là. Je me suis retenu jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, à la lumière du jour, tout semblait moins terrifiant. Je suis allé aux toilettes et je me suis regardé dans le miroir. Seulement mon reflet. Rien d'autre. Normal. C'était un cauchemar éveillé, me suis-je convaincu. Le stress du nouveau travail, du déménagement, d'être seul. Cette nuit-là, j'ai couvert le miroir de la salle de bain avec une serviette avant de dormir. Au cas où. Cela a fonctionné pendant quelques nuits. Je n'ai rien vu d'étrange. J'ai commencé à me détendre à nouveau. Mais ensuite, elle a commencé à apparaître dans l'autre miroir. Le grand, celui en pied dans ma chambre. J'étais allongé sur le lit, lisant sur mon téléphone, quand j'ai regardé par hasard vers le miroir. Et elle était là encore. La femme. Cette fois, elle était plus proche. Debout à côté de mon lit, me regardant, avec ce sourire horrible. Je me suis assise brusquement. J'ai regardé à côté de moi. Rien. J'ai regardé dans le miroir. Elle était toujours là, maintenant penchée sur le lit, se rapprochant de mon reflet. J'ai pris un drap et j'ai complètement couvert le miroir. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à le faire. Avec le miroir couvert, je me suis senti un peu mieux. Mais maintenant, j'avais 2 miroirs couverts dans mon appartement, et je commençais à avoir peur de ma propre maison. Le lendemain, j'ai appelé Madame Blanca. « Excusez-moi », dis-je en essayant de paraître décontracté. Je voulais demander à propos du grand miroir de la chambre. Puis-je le garder quelque part, ou le retourner temporairement? Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Trop long. « Pourquoi veux-tu l'enlever » demanda-t-elle enfin. « Je préfère juste ne pas avoir de miroir dans ma chambre. C'est une préférence personnelle. » Un autre silence. « As-tu vu quelque chose ?» La façon dont elle l'a dit m'a glacé le sang. Ce n'était pas une surprise. C'était une confirmation. « Que devrais-je voir ?» demandai-je d'une voix tremblante. « Rien, rien, » répondit-elle rapidement. « C'est juste un vieux miroir. Si tu veux le couvrir, vas-y. Mais ne le casse pas, s'il te plaît, et ne le sors pas de l'appartement. C'est dans le contrat qu'il doit rester là. » J'ai révisé le contrat cette nuit-là. Et oui, il y avait une clause étrange que j'avais négligée. Le miroir à cadre sculpté doit rester dans l'appartement en tout temps. Il ne doit pas être retiré, vendu ou détruit sous aucune circonstance. Quel genre de clause était-ce? Pourquoi un miroir serait-il si important? J'ai cherché sur Internet des informations sur l'appartement, le bâtiment, toute histoire liée. Et j'ai trouvé quelque chose. En 2015, 3 ans avant que je ne déménage, une femme était morte dans cet appartement. Elle s'appelait Adriana Restrepo. Elle avait 38 ans. On l'a trouvée dans la salle de bain, noyée dans la baignoire. La police a classé cela comme un suicide, bien qu'il y ait eu quelques incohérences qui n'ont jamais été complètement expliquées. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'était sa photo dans l'article de presse. C'était elle, la femme du miroir. Les mêmes cheveux noirs et longs, les mêmes traits. Bien que sur les photos de vie, elle avait l'air normale, avec de la couleur sur sa peau. Pas pâle et morte comme elle apparaissait dans mes miroirs. Adriana Restrepo avait vécu dans mon appartement, et elle y était morte. Et maintenant, elle était dans les miroirs. J'aurais dû déménager à ce moment-là. Mais j'avais signé un contrat d'1 an avec une pénalité énorme pour rupture anticipée. Je n'avais pas l'argent pour payer ça et un autre déménagement. J'étais coincé. J'ai décidé d'essayer de vivre avec ça. Je garderai les miroirs couverts. Je ne les regarderai pas. Je devrais finir par m'y habituer, ou elle s'ennuierait et partirait. Mais les choses ont empiré. J'ai commencé à entendre des bruits la nuit. Des coups légers venant des miroirs couverts. Comme si quelqu'un frappait le verre de l'intérieur. Tap, tap, tap. Constant, insistant.
J'achetais les serviettes et draps les plus épais que je pouvais trouver pour couvrir les miroirs, mais les coups s'entendèrent de la même manière. Et puis elle a commencé à apparaître sur d'autres surfaces réfléchissantes. L'écran éteint de mon ordinateur. La fenêtre la nuit quand les lumières à l'intérieur la transformaient en miroir. Le verre d'un cadre que j'avais sur le mur. Même à la surface de l'eau quand je remplissais un verre dans la cuisine. Là, elle était. Adriana. Toujours en train de m'observer, toujours avec ce sourire, et chaque fois, elle était de plus en plus près. Au début, elle apparaissait au fond du reflet. Puis plus près. Puis juste derrière moi. Et ensuite, elle a commencé à apparaître là où je devrais être. Une nuit, je suis allé à la cuisine pour de l'eau. La lumière était éteinte et la fenêtre agissait comme un miroir. Je me suis approché pour prendre un verre et j'ai regardé la fenêtre par hasard. Mon reflet n'était pas là. À la place, Adriana me regardait à travers le verre. Comme si elle était là où je devrais être. Comme si elle avait pris ma place dans le reflet. Derrière elle, dans le reflet, je pouvais voir mon appartement. Mais il avait l'air différent, plus sombre. Les murs semblaient être tachés, comme avec de la moisissure ou quelque chose de pire. Et il y avait quelque chose sur le sol du reflet, quelque chose qui ressemblait à un corps. J'ai allumé la lumière brusquement et le reflet est redevenu normal. J'étais là, ma cuisine avait l'air normale, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé l'eau partout. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assise sur mon lit avec toutes les lumières allumées, tous les miroirs et surfaces réfléchissantes recouverts, priant pour que le jour se lève. J'ai commencé à éviter toute surface réfléchissante. Je mangeais les yeux fermés s'il y avait des couverts brillants. Je me douchais les yeux fermés. Je maintenais l'écran de mon téléphone à la luminosité maximale pour qu'il ne s'éteigne jamais et ne devienne réfléchissant. Mes collègues ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. J'avais perdu du poids. J'avais de profonds cernes. J'étais constamment nerveuse, sursautant au moindre bruit. Mon rendement au travail a commencé à se détériorer. « Ça va ?» m'a demandé ma chef un jour. « Tu as l'air malade. »« Juste du stress, ai-je menti. Je m'adapte encore à la ville. » Mais je n'allais pas bien. J'étais au bord de l'effondrement. Une nuit, un mois après le début de tout cela, je suis rentré chez moi après une journée particulièrement difficile au travail. J'étais épuisé, physiquement et mentalement. Je suis entré, j'ai jeté mes affaires sur le fauteuil, et je suis allé directement à la salle de bain sans réfléchir. Je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce que je sois déjà à l'intérieur avec la lumière allumée. J'avais oublié de recouvrir le miroir de la salle de bain ce matin, et Adriana était là. Mais cette fois, c'était différent. Elle n'était pas derrière moi dans le reflet. Elle était là où je devrais être. C'était mon reflet. Elle bougeait quand je bougeais. Elle souriait quand je ne souriais pas. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux me regardaient avec une intensité affamée. J'ai essayé de reculer mais mes jambes ne répondaient pas. C'était comme si j'étais paralysé. Le reflet d'Adriana a lentement levé une main, bien que je n'ai pas levé la mienne. Elle a touché le verre du miroir de l'intérieur. Et j'ai vu, avec une horreur absolue, que ses doigts ont traversé le verre. Ils ne l'ont pas brisé. Ils l'ont traversé, comme si le miroir était de l'eau. Sa main a émergé du miroir vers mon côté. Une main pâle, avec de longs doigts et des ongles noirs. Me tendant la main. J'ai réussi à crier et à reculer brusquement, brisant ce qui me paralysait. J'ai couru hors de la salle de bain, j'ai attrapé mon sac et mes clés, et je suis sorti de l'appartement. Je courais dans les rues de la Candelaria en pleine nuit, sans but, juste en m'éloignant. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que j'arrive à un parc éclairé où il y avait des gens réels, vivants, normaux. Je me suis assis sur un banc, tremblant et pleurant, tandis que des couples et des familles se promenaient autour de moi, indifférents à ma terreur. Je ne pouvais pas retourner dans cet appartement. Je ne pouvais pas. Mais où allais-je ? Je ne connaissais personne à Bogota. Je n'avais pas d'argent pour un hôtel pour une durée indéfinie. Ma famille était à Medellín. J'ai appelé ma mère. Je lui ai tout raconté. Elle, que Dieu la bénisse, ne m'a pas jugé ni dit que j'étais folle. Ma mère avait grandi dans un petit village où ces choses étaient acceptées comme faisant partie de la vie. Tu as besoin d'aide spirituelle, a-t-elle dit avec fermeté.
Il y a quelque chose là qui veut te faire du mal. Tu ne peux pas y faire face seul. Elle m'a donné le contact d'une dame à Bogota, une connaissance d'une amie qui était guérisseuse et travaillait avec des cas d'esprit problématiques. Elle s'appelait Doña Carmen. Je l'ai appelée cette même nuit depuis le parc. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle m'a dit de venir chez elle immédiatement, de ne pas retourner dans mon appartement seul. J'ai pris un taxi jusqu'à son adresse. Elle vivait dans le sud de la ville, dans une petite maison dans un quartier tranquille. Elle m'a accueilli à la porte, une femme d'environ 60 ans, avec les cheveux gris relevés en chignon, vêtue de blanc, avec des dizaines de colliers et de bracelets. « Entre, ma fille, » dit-elle d'une voix maternelle. « Tu es en sécurité ici. » Sa maison sentait l'encens et les herbes. Il y avait des autels dans chaque pièce avec des bougies, des images de saints et de vierges, des bols avec de l'eau et du sel. Je me suis immédiatement senti plus calme. Elle m'a préparé une tisane pendant que je lui racontais tout en détail. Elle écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. « C'est un esprit piégé », expliqua-t-elle finalement. La femme qui est morte dans cet appartement, Adriana, est ancrée là, et pas seulement à cause de sa mort traumatique. Il y a autre chose, quelque chose qui la maintient liée à ces miroirs spécifiquement. « Le grand miroir ?» demandai-je. « Celui que la propriétaire insiste pour qu'il reste là ?» Doña Carmen hocha la tête. « Probablement c'est là qu'il est mort, ou il est d'une manière ou d'une autre lié à sa mort. Les miroirs sont des portails, ma fille, des fenêtres entre les mondes. Et quand quelqu'un meurt près d'un miroir, surtout dans des circonstances traumatiques, son esprit peut y rester piégé. Pourquoi m'attaque-t-elle? Je ne lui ai rien fait. Elle ne t'attaque pas par vengeance contre toi spécifiquement, expliqua Doña Carmen. Elle te voit comme une opportunité. Elle est piégée, seule, dans cet espace entre le monde des vivants et l'au-delà. Elle est désespérée, et elle croit que si elle peut prendre ta place, si elle peut te pousser vers où elle est et prendre ton corps, elle peut s'échapper. Je sentais que je manquais d'air. Peut-elle faire ça? Peut-elle me posséder? Si tu lui en donnes l'occasion, oui. Si elle baisse ta garde suffisamment, si elle te regarde dans les yeux à travers le miroir assez longtemps, elle peut créer un pont assez fort pour tenter l'échange. Doña Carmen me prit les mains. Mais nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous allons libérer cet esprit. Nous allons rompre sa connexion avec les miroirs. Mais cela va nécessiter ton courage. Tu devras retourner dans cet appartement avec moi. L'idée de revenir me terrifiait. Mais je savais que je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas vivre le reste de ma vie à fuir les miroirs et les surfaces réfléchissantes. « Que devons-nous faire ?» demandai-je. Nous avons passé le reste de la nuit à nous préparer. Doña Carmen a rassemblé plusieurs éléments. Des bougies blanches, du gros sel, de l'eau bénite, de l'encens, des huiles spéciales et plusieurs amulettes de protection. Elle m'a fait prendre un bain avec des herbes spécifiques et m'a mis un de ses colliers, me disant de ne pas l'enlever sous aucun prétexte. Nous sommes retournés à mon appartement à l'aube. Doña Carmen a insisté sur le fait que la lumière du jour nous donnerait un avantage. Les esprits sont plus faibles lorsque le soleil est haut. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, l'air qui en est sorti était glacial, et il avait une odeur différente. Pas celle de l'encens et des huiles que Doña Carmen avait laissées, mais quelque chose de putride, d'eau stagnante. Les serviettes qui couvraient les miroirs étaient par terre. Les miroirs étaient exposés, et dans chacun, Adriana nous regardait. Dans le grand miroir, dans le miroir de la salle de bain, dans les fenêtres, même sur des surfaces qui ne devraient pas être réfléchissantes, le sol en bois, les murs. Partout son visage nous observait avec colère. « Sache qu'on vient te libérer, » dit Doña Carmen avec calme. Et elle a peur. La mort fait peur, même pour ceux qui sont déjà morts. Elle est terrifiée à l'idée de quitter ce monde et de faire face à ce qui vient après. Doña Carmen a commencé à travailler immédiatement. Elle a aspergé du sel à toutes les entrées et fenêtres. Elle a allumé des bougies blanches à chaque coin. Elle a brûlé de l'encens de copal et a commencé à prier dans une langue que je ne reconnaissais pas. Probablement du latin mélangé avec quelque chose de plus ancien. Les bougies ont vacillé violemment. L'air est devenu plus frais. Et dans les miroirs, Adriana a commencé à bouger. Elle ne nous observait plus seulement. Elle se frappait contre le verre de l'intérieur, comme si elle essayait de sortir. Ses mains laissaient des marques sur la surface interne du miroir, des marques qui ressemblaient à de la condensation mais formèrent des mots.
Non. Restez, vivante. Les coups sont devenus plus forts. Un des miroirs s'est fissuré. Doña Carmen a élevé la voix, priant plus fort. Elle a aspergé de l'eau bénite directement sur le grand miroir, celui que la propriétaire avait insisté pour qu'il reste dans l'appartement. Le miroir a commencé à fumer là où l'eau le touchait. Et alors j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Dans le reflet, derrière Adriana, il y avait quelqu'un d'autre. Une autre silhouette. Masculine. Dans l'ombre. Avec les mains autour du cou d'Adriana. Ce n'était pas un suicide, murmurai-je avec horreur. Elle a été assassinée. Doña Carmen hocha la tête, sans cesser de prier. Je le sais, Mija, c'est pourquoi elle est piégée. Mort violente, injuste, non résolue. C'est le type de mort qui attache le plus un esprit. Dans le miroir, je pouvais voir la scène se dérouler comme un film. L'homme traînant Adriana, elle se débattant, la salle de bain, la baignoire se remplissant d'eau, sa tête étant enfoncée vers le bas, ses mains griffant, frappant, jusqu'à ce qu'elle cesse finalement de bouger. Et puis l'homme traînant son corps de retour dans la chambre, la plaçant devant le grand miroir, murmurant quelque chose, un rituel, quelque chose de sombre. Il l'avait intentionnellement attachée au miroir, pour qu'elle ne puisse pas partir, pour qu'elle ne puisse pas chercher justice. Nous devons briser le miroir, dis-je soudainement. C'est ce qui la retient. Non, dit Doña Carmen fermement. Si nous le brisons alors qu'elle est encore attachée, son esprit se fragmentera, il se multipliera, ce sera pire. D'abord, nous devons briser le rituel qui l'attache. Ensuite, nous pourrons détruire le miroir. Elle continua à prier, maintenant plus spécifiquement. Des mots pour libérer les âmes liées, briser des chaînes injustes, permettre aux morts de reposer en paix. Tout l'appartement a commencé à trembler. Des tableaux sont tombés des murs. Les bougies se sont éteintes puis se sont rallumées toutes seules. Et dans le miroir, Adriana criait. Nous ne pouvions pas entendre le son, mais nous voyions sa bouche ouverte dans un cri silencieux d'angoisse. L'homme dans l'ombre derrière elle a commencé à s'estomper. Le rituel qui la liait était en train de se briser. Et alors, tout à coup, tout s'est arrêté. Le tremblement a cessé. Le froid a disparu. Les bougies ont cessé de vaciller. Dans le miroir, Adriana nous regardait. Mais son expression avait changé. Il n'y avait plus de fureur ni de faim. Il n'y avait que de la tristesse et de la gratitude. Elle a bougé ses lèvres. Nous n'avons pas entendu le son, mais j'ai pu lire les mots. Merci. Et puis elle s'est évaporée, comme de la fumée se dispersant. Le miroir n'a montré que nos réflexions normales. Doña Carmen a soupiré de soulagement. Elle est partie. Elle a enfin pu traverser. Je me suis effondré sur le sol, pleurant de soulagement et d'épuisement. C'était fini. Enfin, c'était fini. Mais Madame Carmen n'avait pas fini. Elle sortit un marteau de son sac. Le miroir doit être détruit, dit-elle, pour nous assurer qu'il ne puisse plus jamais être utilisé pour piéger des âmes. Elle frappa le grand miroir avec le marteau. Une fois, deux fois. Le verre se brisa, tombant en milliers de morceaux qui brillaient sur le sol. Et à chaque coup, je sentais comme si un poids se levait. Comme si l'appartement lui-même pouvait respirer à nouveau. Nous avons soigneusement nettoyé les fragments, Madame Carmen priant sur chaque morceau. Nous les avons enveloppés dans un tissu noir et les avons emportés à une rivière où Madame Carmen a effectué un rituel final avant de les plonger dans l'eau courante. L'eau courante disperse toute énergie résiduelle, expliqua-t-elle. C'est maintenant complètement terminé. Je payai Doña Carmen tout ce que je pouvais, bien qu'elle insistât sur le fait que ce n'était pas nécessaire. Elle m'a embrassé au moment des adieux. Tu as été très courageux, me dit-elle, et tu as donné la paix à une âme tourmentée. C'est un cadeau. Je suis rentré à l'appartement ce soir-là. Pour la première fois depuis des semaines, l'endroit se sentait normal, chaleureux, vivant. Le poids oppressant avait disparu. Le lendemain matin, j'ai appelé Madame Blanca. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, l'histoire du miroir brisé, celle d'Adriana. Il y eut un long silence. Enfin, d'une voix brisée, elle dit « J'aurais dû te prévenir, j'aurais dû, mais j'avais besoin d'argent. Et je pensais que peut-être avec toi ce serait différent, que peut-être elle te laisserait en paix. » Savait-elle ce qui était arrivé à Adriana? La vérité? Je le soupçonnais, admitit-elle. Son petit ami l'a tué. Je suis presque sûr, mais ils n'ont jamais pu le prouver. Il a disparu quelques jours après. Et Adriana, pauvre fille,
Elle est restée piégée dans ce maudit miroir qu'il lui avait offert quelques semaines avant de la tuer. Le miroir avait été un cadeau du meurtrier, probablement déjà préparé avec le rituel sombre, planifiant depuis le début de piéger son âme là-dedans. J'ai brisé le miroir, lui dis-je. Il n'est plus là, et son esprit a été libéré. Il n'y a plus rien à craindre. Madame Blanca pleura. Merci, murmura-t-elle. Merci de l'avoir libéré. J'aurais dû le faire moi-même il y a des années, mais j'avais peur. Je déménageais de l'appartement un mois plus tard lorsque le délai minimum du contrat prit fin. Mais ce n'était plus par peur. C'était juste que l'endroit avait trop de souvenirs douloureux. Il s'est écoulé 5 ans depuis. Maintenant, je vis dans un appartement différent, dans un quartier moderne avec de grandes fenêtres et aucun miroir ancien. J'ai un miroir normal dans la salle de bain et un petit dans la chambre. Et je n'ai jamais revu quoi que ce soit d'étrange dans eux. Parfois, je pense à Adriana, à ce qu'elle a souffert, tant dans la vie que dans la mort. J'espère qu'elle est enfin en paix, où qu'elle soit maintenant. Et je pense à toutes les autres Adriana qui pourraient être là dehors, piégées dans des miroirs, dans des maisons, dans des objets, attendant que quelqu'un ait le courage de les libérer. Depuis lors, je fais plus attention aux objets anciens, en particulier aux miroirs. Je demande leur histoire, d'où ils viennent, qui les a eus avant, parce que j'ai appris que les objets peuvent porter plus que de la poussière et des années. Ils peuvent porter de la douleur, du traumatisme et des âmes piégées. Et bien que mon expérience ait été terrifiante, elle m'a aussi appris quelque chose d'important, qu'il y a plus dans ce monde que ce que nous voyons, que la mort n'est pas toujours la fin, et que parfois, les vivants ont le pouvoir d'aider les morts à trouver la paix qu'ils méritent. Il suffit d'un peu de courage, et de la volonté d'affronter ce qui se trouve de l'autre côté du miroir. C'est l'histoire que Valentina m'a partagée. Elle m'a dit que depuis lors, elle a aidé Madame Carmen dans quelques cas similaires, qu'elle a beaucoup appris sur la libération des esprits. Elle m'a aussi raconté que l'appartement où elle a vécu a maintenant de nouveaux locataires qui n'ont signalé aucune activité paranormale. Adriana se repose enfin. Si jamais tu as eu des expériences avec des miroirs ou des surfaces réfléchissantes qui t'ont mis mal à l'aise, partage-le dans les commentaires. Et si tu as apprécié cette histoire, envisage de t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Chaque semaine, je partage de nouvelles expériences. Prends soin de toi et peut-être réfléchis 2 fois avant d'acheter ce vieux miroir au marché aux puces. À bientôt. Cette histoire m'est parvenue d'une abonnée au Chili nommée Sofia. Ce qu'elle a vécu il y a 4 ans avec une poupée ancienne qu'elle a achetée dans un marché aux puces l'a amenée à chercher de l'aide auprès de personnes qui comprennent les objets maudits. Si vous avez acheté quelque chose dans un marché de seconde main qui vous a ensuite fait regretter, quelque chose qui a eu des conséquences inattendues dans votre vie, laissez-le dans les commentaires. J'adore connaître ces expériences. Ce qui est arrivé à Sofia prouve que certains objets peuvent porter plus que de l'histoire. Ils peuvent porter quelque chose de beaucoup plus sombre et dangereux. Je m'appelle Sofia, j'ai 42 ans, et je vis à Valparaíso, au Chili. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 4 ans, mais les cicatrices émotionnelles sont toujours avec moi jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire sur une poupée. Ça semble idiot quand je le dis ainsi, comme si c'était un conte pour enfants, mais il n'y a rien d'enfantin dans ce que cette chose a fait à ma famille. Je suis collectionneur d'antiquités. C'est un hobby que j'ai hérité de ma grand-mère. J'adore parcourir les marchés aux puces, les foires d'antiquités, les magasins d'occasion. Je cherche des objets avec une histoire, avec du caractère. Des meubles anciens, des livres anciens, de la vaisselle en porcelaine, des photographies jaunies. Chaque objet a une histoire, et j'aime les imaginer. Ma maison est comme un petit musée. Chaque pièce est remplie de trésors que j'ai collectés au fil des ans. Mon mari Rodrigo le tolère, bien qu'il se plaigne parfois qu'il n'y a pas de place pour de nouvelles choses. Mes 2 filles, Isidora, 14 ans, et Valentina, 11 ans, ont grandi entourées d'antiquités. Pour elles, il était normal de vivre avec des meubles du début du siècle et des tableaux d'époque passée. Tout a changé un samedi d'avril 2019. J'étais allé à un marché aux puces au port. C'était l'un de ces grands marchés où des centaines de vendeurs installent leurs stands avec toutes sortes de choses. Trésors et déchets mélangés sans ordre ni concert. Je révisais un stand de vieux meubles quand je l'ai vu. C'était une poupée en porcelaine.
du type fabriqué à la fin du 19e siècle. Elle mesurait environ 60 cm de hauteur. Elle avait des cheveux blonds en mohair véritable, bouclés et soigneusement coiffés. Sa robe était en dentelle blanche, jaunie par les années mais toujours élégante. Des chaussures en cuir noir avec de petites boucles. Mais c'était son visage qui attirait l'attention. La porcelaine était d'une qualité exceptionnelle, peinte à la main avec des détails incroyables. Elle avait des yeux en verre bleu clair qui brillaient d'une profondeur étrange. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge pâle, formant un sourire subtil. Ses joues avaient un léger rougissement. Elle était belle, perturbamment belle. Elle est ancienne, dit le vendeur en remarquant mon intérêt. C'était un homme âgé d'environ 70 ans, avec des mains tremblantes et une voix rauque. De 1890 à peu près, fabriqué en Allemagne. Ces poupées étaient des jouets pour les filles riches à cette époque. « D'où l'as-tu obtenu ?» demandai-je en examinant la poupée de plus près. Elle n'avait pas de signe de fabricant visible, ce qui était étrange pour une poupée de cette qualité. Le vendeur hésita. « D'un héritage. Une vieille dame est morte, et sa famille a tout vendu. J'ai acheté plusieurs choses de la maison. » Il baissa la voix. « Honnêtement, je veux me débarrasser de cette poupée. Elle me donne des frissons. Mais elle est précieuse. Alors j'ai pensé que quelqu'un voudrait l'acheter. »« Pourquoi te donne-t-elle des frissons ?» demandai-je avec curiosité. Il haussait les épaules. « Je ne sais pas, juste quelque chose en elle, la façon dont elle te regarde. J'ai eu des cauchemars depuis que je l'ai chez moi. » Il rit nerveusement. « C'est probablement des bêtises de vieux, mais quand même, je préfère la vendre. J'aurais dû écouter cet avertissement. J'aurais dû laisser la poupée là et continuer mon chemin, mais elle était trop belle, trop parfaite pour ma collection. « Combien ?» ai-je demandé. Il a nommé un prix ridiculement bas pour une poupée ancienne de cette qualité. J'ai presque eu honte d'accepter, mais j'ai accepté, payé, et j'ai ramené la poupée chez moi enveloppée dans du papier journal. Quand je suis arrivé, Rodrigo travaillait dans son bureau et les filles regardèrent la télévision. Je leur ai montré ma nouvelle acquisition. « C'est effrayant », a dit Isidora immédiatement. « Ses yeux sont étranges, maman, comme s'ils te suivaient. » Toutes les poupées anciennes ont cette caractéristique, ai-je expliqué. C'est à cause de la façon dont les yeux en verre sont fabriqués. Ils créent une illusion de mouvement. Valentina, la plus jeune, s'est approchée davantage. Puis-je jouer avec elle? Non, chérie. C'est une pièce de collection très fragile et très ancienne, mais je vais la mettre sur l'étagère du salon pour que nous puissions tous l'admirer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai nettoyé la poupée avec soin, j'ai arrangé sa robe, j'ai coiffé ses cheveux. Elle était parfaite. Je l'ai placée sur l'étagère principale du salon, entre une lampe à art nouveau et une boîte à musique victorienne. Elle était magnifique là. Elle complétait la collection. Les premiers jours furent normaux. La poupée restait à sa place, immobile, décorative. J'étais ravi d'elle. Rodrigo l'ignorait principalement. Les filles la regardaient de temps en temps mais ne disaient rien de plus. C'est la 3e nuit que les choses étranges ont commencé. Je me suis réveillé à 3 heures du matin à cause d'un bruit. De la musique. Une boîte à musique jouant une mélodie que je reconnaissais mais que je ne pouvais pas situer exactement. Elle était délicate, enfantine, mais il y avait quelque chose d'inquiétant en elle. Je me suis levé et j'ai suivi le son. Il venait du salon. Quand je suis arrivé, la boîte à musique victorienne que j'avais à côté de la poupée était ouverte et fonctionnait. Sa petite ballerine en métal tournait lentement pendant que la mélodie continuait. Mais je n'avais pas ouvert cette boîte. Elle était fermée quand nous sommes allés nous coucher. Je la gardais toujours fermée parce que le mécanisme était ancien et je ne voulais pas qu'il s'abîme par un usage excessif. Probablement que le verrou a échoué, me suis-je dit. J'ai fermé la boîte à musique et suis retourné au lit. Mais la nuit suivante, la même chose s'est produite. 3 heures du matin. La boîte à musique jouait. Cette fois, j'ai fait plus attention. La boîte était à côté de la poupée. Et il y avait quelque chose dans la position de la poupée qui me semblait différente, comme si elle avait légèrement bougé. « Tu imagines des choses ?» me suis-je dit. « C'est juste une poupée, un objet inanimé. » J'ai refermé la boîte à musique encore une fois, mais cette fois, je suis resté à observer un moment. La poupée me regardait avec ses yeux en verre bleu, immobile, silencieuse. Mais il y avait quelque chose dans son expression, dans ce sourire peint, qui me mettait mal à l'aise. Je suis retourné au lit, mais je n'ai pas pu bien dormir le reste de la nuit.
Le matin suivant, Valentina est descendue prendre le petit déjeuner en ayant l'air fatiguée. Elle avait des cernes. « Tu as mal dormi, mon amour ?» lui ai-je demandé. « J'ai fait des cauchemars », dit-elle d'une voix petite. J'ai rêvé que la nouvelle poupée entrait dans ma chambre et se tenait à côté de mon lit, me regardant. Un frisson m'a parcouru le dos. Ce n'est qu'un rêve, chérie. Les poupées ne peuvent pas marcher, mais cette nuit-là, j'ai aussi rêvé de la poupée. J'ai rêvé qu'elle se tenait au pied de mon lit, immobile, me regardant seulement avec ses yeux en verre. Dans le rêve, j'essayais de bouger mais j'étais paralysé. Je pouvais seulement regarder pendant que la poupée inclinait lentement, très lentement, sa tête sur le côté. Comme si elle m'étudiait. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant. Il était 3 heures du matin, et depuis le salon, j'entendais la boîte à musique jouer à nouveau. Cette fois, je ne suis pas allé la fermer. Je suis resté au lit, écoutant cette mélodie inquiétante jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin. Le matin, j'ai raconté à Rodrigo mes cauchemars et la boîte à musique. Elle a probablement besoin d'être réparée, a-t-il dit de manière pragmatique. Et les cauchemars ne sont que ton cerveau qui traite ton inquiétude pour la boîte. Ne lui accorde pas plus d'importance. Je voulais le croire. Mais cet après-midi-là, quand je suis rentré du travail, quelque chose était définitivement différent. La poupée s'était déplacée. Elle n'était plus sur l'étagère où je l'avais mise. Elle était sur le canapé du salon, assise comme si c'était une personne, les jambes pendantes au bord et les mains sur ses genoux. « Qui a déplacé la poupée ?» ai-je demandé lorsque les filles sont rentrées de l'école. Toutes deux ont nié l'avoir touchée. « Tu nous as dit de ne pas la toucher », a dit Isidora. « De plus, ça fait peur. Nous ne voulons pas qu'elle soit près de nous. »« Rodrigo ?» lui ai-je demandé quand il est rentré du travail. « Je ne touche pas à tes affaires », a-t-il répondu. « Tu sais que je ne m'occupe pas de ta collection. » J'ai remis la poupée sur l'étagère. Mais le lendemain, elle était à un autre endroit. Cette fois dans la cuisine, assise sur l'une des chaises de la salle à manger. « Cela n'a pas de sens », ai-je dit à voix haute. Quelqu'un la déplace. Mais tout le monde dans la maison niait l'avoir touchée. Et je commençais à les croire parce que pourquoi mentirait-il sur quelque chose d'aussi stupide? Les cauchemars s'étaient aggravés. Maintenant, nous les avions tous. Rodrigo rêvait que la poupée le suivait dans la maison. Isidora rêvait que la poupée parlait avec une voix d'enfant, lui disant des choses horribles. Valentina, la plus touchée, a commencé à refuser de dormir seule. Elle voulait rester dans notre chambre. Et alors, des choses ont commencé à se passer pendant la journée. Un lundi, alors que nous étions tous au travail et à l'école, je suis rentré chez moi tôt parce que je ne me sentais pas bien. Quand je suis entré, j'ai entendu des voix d'enfants, des rires. J'ai pensé que les filles avaient manqué l'école. J'ai rapidement monté les escaliers. Isidora, Valentina, pourquoi n'êtes-vous pas à l'école? Les voix se sont arrêtées. J'ai vérifié toutes les pièces. Il n'y avait personne. La maison était vide sauf pour moi. Et alors, depuis le salon, j'ai entendu la boîte à musique commencer à jouer, en pleine journée, sans raison. Je suis descendu les escaliers lentement, le cœur battant fort. La poupée était à nouveau sur le canapé, dans la même position assise. Et la boîte à musique jouait. Mais quand je suis complètement entré dans le salon, j'ai juré avoir vu quelque chose, un mouvement. Comme si la tête de la poupée se tournait légèrement pour me regarder. « Ça suffit », ai-je dit à haute voix, me sentant ridicule. « Tu n'es pas réel, tu n'es qu'une poupée, un morceau de porcelaine et de tissu. » Mais quand je me suis approché pour ranger la poupée, pour la mettre dans une boîte et l'enlever de la maison, j'ai ressenti quelque chose. Une résistance, comme si l'air lui-même me poussait en arrière. Et une odeur sucrée et pourrie qui n'avait pas été là auparavant. Je ne l'ai pas touchée. Je suis sorti de la maison et j'ai appelé ma mère. « Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'étrange qui se passe, » lui ai-je dit. Je lui ai tout raconté. Les cauchemars, les mouvements, les voix. J'espérais qu'elle rirait, qu'elle me dirait que j'étais idiote. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée silencieuse un long moment. « Sophia, » a-t-elle finalement dit d'une voix sérieuse, « d'où as-tu sorti cette poupée? Du marché aux puces. Pourquoi? Quand ta grand-mère collectionnait des antiquités, elle disait toujours qu'il fallait faire attention aux objets très personnels, des choses comme des poupées, qui ont été intensément aimées par des enfants. Parfois, ces objets peuvent porter des énergies, surtout si quelque chose de mauvais s'est produit. Tu es en train de dire que la poupée est tentée? Je dis que tu devrais enquêter sur son origine, et peut-être envisager de t'en débarrasser. J'ai passé cet après-midi à enquêter.
J'ai appelé le vendeur du marché aux puces. Je lui ai demandé plus de détails sur la vieille dame qui était morte, sur la maison d'où venait la poupée. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. La vieille dame s'appelait Béatrice Montalva. Elle avait vécu dans la même maison pendant 80 ans. Elle avait eu une fille qui est morte à 7 ans en 1940, pendant une épidémie de scarlatine. Le nom de la petite fille était Clara. Et selon les dossiers que j'ai trouvés dans les archives historiques de la bibliothèque, Clara avait été enterrée avec sa poupée préférée. Une poupée en porcelaine allemande que sa mère lui avait offerte pour son 6e anniversaire. Mais des années plus tard, lorsque Béatrice était déjà très âgée et commençait à perdre la tête, elle avait déterré le cercueil de sa fille. Elle avait récupéré la poupée. Et elle l'avait gardée chez elle pendant des décennies, la traitant comme si c'était sa fille. Lui parlant, l'habillant, la gardant comme si c'était un vrai enfant. La poupée que j'avais était cette poupée. Celle qui avait été enterrée avec une petite fille morte. Celle qu'une mère en deuil avait obsédée pendant des décennies. J'ai besoin de me débarrasser de cette chose, ai-je dit à Rodrigo ce soir-là. Maintenant. Ce soir même. Mais quand je suis allé dans le salon pour prendre la poupée, elle n'était pas là. Nous l'avons cherchée dans toute la maison. Elle n'était pas dans le salon. Elle n'était pas sur les étagères. Elle n'était dans aucune pièce du rez-de-chaussée. Où est-elle ? Demandait Rodrigo de plus en plus frustré alors que nous fouillions chaque recoin. Puis nous avons entendu un cri. Valentina. Nous avons couru vers sa chambre. Elle était debout au centre de sa chambre, pointant du doigt son lit tremblant. La poupée était là, allongée sur l'oreiller de Valentina, comme si elle dormait. « Je ne l'ai pas mise là », pleura Valentina. « Je ne l'ai pas mise là ». Rodrigo, finalement convaincu que quelque chose n'allait pas, prit la poupée brusquement. La poupée était froide, plus froide qu'elle ne devrait l'être, et elle pesait plus que ce dont il se souvenait. « Nous allons la brûler », dit-il d'une voix ferme. Tout de suite, nous sommes descendus dans le jardin. Rodrigo prépara un feu de joie pendant que je tenais la poupée. Dans mes mains, je pouvais la sentir, une vibration, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle était vivant, éveillé et en colère. Quand Rodrigo eut le feu prêt, je m'approchai pour jeter la poupée dans les flammes, et alors elle parla. Pas d'une voix forte, c'était un murmure que j'entendis directement dans ma tête. Une voix d'enfant. Je ne veux pas partir, j'aime ici, j'aime ta famille, je veux rester. J'ai failli laisser tomber la poupée de peur. Tu as entendu ça ? Demandai-je à Rodrigo. Entendre quoi ? La voix. La poupée a parlé. Sofia, les poupées ne parlent pas. Brûle-la une bonne fois pour toutes. Mais j'avais des doutes maintenant. S'il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose de conscient, était-il juste de le détruire ? Et si c'était l'esprit de Clara, la petite fille qui était morte ? Et si elle était juste seule et cherchait de la compagnie ? Je t'en prie, non, murmura la voix à nouveau. J'ai peur du feu, j'ai peur d'être seul encore une fois. Laisse-moi rester. Je serai sage, je le promets. Non, dis-je à haute voix, tant pour la voix que pour moi-même. Tu n'es pas une petite fille. Tu es quelque chose qui utilise la mémoire d'une petite fille. Et tu fais du mal à ma famille. Je lançai la poupée au feu. Ce qui se passa ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais. La poupée ne brûla pas immédiatement. Elle resta là, au milieu des flammes, intacte. Et puis elle commença à bouger, à se tordre, à crier. Ce n'était pas mon imagination. Rodrigo l'entendait aussi maintenant. Un cri aigu et terrible qui venait de la poupée alors que les flammes commençaient enfin à faire fondre la porcelaine. Le cri est devenu plus fort. Si fort que nous nous sommes bouchés les oreilles. Les fenêtres des maisons voisines se sont allumées. Les gens sortaient pour voir ce qui se passait. Et puis, tout à coup, le silence. La poupée s'est effondrée en cendres et en morceaux de porcelaine fondue. Le cri s'est arrêté. Il ne restait que le crépitement du feu. Nous sommes restés là, regardant les cendres, en état de choc total. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» murmura Rodrigo. Je ne répondis pas. Je n'avais pas de réponse. Cette nuit-là, personne n'a bien dormi. Mais pour la première fois en semaine, il n'y a pas eu de cauchemar. Il n'y a pas eu de musique de boîte à 3 heures du matin. Il n'y a pas eu de voix d'enfant. Juste du silence. Je pensais que c'était fini. Qu'en détruisant la poupée, nous avions mis fin à ce qui était là. Mais je me trompais. 2 jours plus tard, Valentina a commencé à agir de manière étrange. Elle est devenue silencieuse, renfermée. Elle passait des heures dans sa chambre sans rien faire, juste assise sur son lit, regardant le mur.
Ça va, mon amour? Lui demandai-je. Clara est triste, répondit-elle d'une voix monotone. Elle dit qu'elle a mal, elle dit que le feu lui a beaucoup fait mal. Mon sang se glaça. Qui est Clara? Ma nouvelle amie. Elle dit qu'elle peut rester avec moi maintenant que sa maison a été détruite. Je compris avec horreur ce qui s'était passé. En détruisant la poupée, nous n'avions pas détruit ce qui était à l'intérieur. Nous avions seulement détruit son conteneur. Et maintenant, cette chose avait trouvé un nouveau foyer. Ma fille. J'appelai immédiatement ma mère. Elle me donna le contact d'une femme qu'elle connaissait, une médium qui travaillait sur des cas de possession et d'entités adhérentes. La femme, qui s'appelait Soledad, est venue chez nous cette même nuit. C'était une dame d'environ 60 ans, habillée simplement, avec des yeux sages qui semblaient n'avoir plus que ce qu'ils montraient. Elle a parlé longtemps avec Valentina. Elle lui a posé des questions. Elle l'a observée attentivement. Puis elle m'a appelé à part. Il y a quelque chose qui est attaché à votre fille. Ce n'est pas une possession complète, pas encore. Mais cela essaie de s'ancrer. C'est l'esprit d'une petite fille qui a été piégée dans un objet pendant des décennies. Elle est confuse, effrayée, et s'accroche à votre fille parce que c'est la seule connexion qu'elle trouve. Comment la sortons-nous? Ai-je demandé désespérément. Par un rituel de libération. Mais cela doit être fait correctement, et votre fille doit être disposée. Si elle veut garder Clara avec elle, il sera très difficile de les séparer. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à préparer le rituel. Soledad nous a appris des prières de protection. Elle nous a fait nettoyer la maison avec des herbes spécifiques. Et surtout, elle a travaillé avec Valentina, lui expliquant qui était vraiment Clara et pourquoi elle devait partir. Clara n'est pas mauvaise, expliquait Soledad à ma fille. Mais elle est morte il y a longtemps. Elle doit suivre son chemin, aller à l'endroit où les esprits vont après la mort. Si elle reste ici, avec toi, elle ne trouvera jamais la paix. Et toi non plus. Valentina pleurait. Mais elle me dit qu'elle est seule, qu'elle a peur d'être seule. Je sais, chérie. Mais ce n'est pas ta responsabilité de prendre soin d'elle. Il y a d'autres qui l'attendent de l'autre côté. Sa maman qui est morte il y a des années, l'attend. Mais Clara ne peut pas partir tant qu'elle est liée à ce monde. Enfin, la nuit du rituel est arrivée. Toute la famille a participé. Soledad a créé un cercle de protection dans le salon. Elle a allumé des bougies blanches. Elle a brûlé de l'encens de copal et de sauge. Et elle a commencé à réciter des prières en espagnol mélangées avec quelque chose de plus ancien, des mots que je ne reconnaissais pas. Valentina était assise au centre du cercle. Au début, elle était calme. Mais quand Soledad a intensifié les prières, elle a commencé à changer. Sa voix a changé. Elle est devenue plus aiguë, plus enfantine. Je ne veux pas partir. J'ai peur. Ne me faites pas partir. S'il vous plaît, ne me faites pas partir. C'était Clara parlant à travers ma fille. Clara, dit Soledad d'une voix ferme mais douce. Il est temps que tu partes. Ta maman t'attend. Béatrice, ta maman, est de l'autre côté en t'attendant. Elle a attendu toutes ces années. Ma maman? La voix de Clara semblait incertaine, pleine d'espoir. Est-elle vraiment là? Oui, chérie. Elle est là. Mais tu dois lâcher ce monde pour aller avec elle. Tu dois laisser Valentina partir. Il y eut un moment de silence. Puis Valentina commença à pleurer. Mais c'étaient 2 pleurs différents simultanés. Celui de ma fille et celui de Clara. J'ai peur, sanglota la voix de Clara. Je sais. Mais tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à être seule. Il est temps de te reposer. Soledad continua avec les prières, plus intenses maintenant. L'air dans la pièce devint plus froid. Les bougies vacillèrent violemment. Et puis nous ressentîmes quelque chose. Une présence sortant de Valentina, se détachant. Pendant un moment, juste un moment, je l'ai vue. Une petite fille, translucide, debout à côté de ma fille. Elle avait des cheveux blonds et bouclés. Elle portait une chemise de nuit blanche. Et elle me regardait avec des yeux tristes mais reconnaissants. « Merci », murmura-t-elle. Sa voix résonna dans l'air comme un écho. « Merci de m'avoir aidé à trouver le chemin. » Et puis elle disparut, comme de la fumée se dispersant. Les bougies cessèrent de vaciller. L'air se réchauffa à nouveau. Valentina s'effondra dans mes bras, épuisée mais clairement elle-même à nouveau. Il n'y avait plus ce regard étrange dans ses yeux. Il n'y avait plus cette voix différente. Elle est partie, dit Soledad en s'essuyant la sueur du front. Clara a traversé. Elle est enfin avec sa mère.
Elle ne souffrira plus. Nous avons tous pleuré cette nuit-là. De soulagement, d'épuisement émotionnel, de gratitude que cela soit fini. Les jours suivants furent consacrés à la récupération. Valentina redevint peu à peu la petite fille joyeuse qu'elle avait été. Les cauchemars cessèrent complètement. La maison se sentait plus légère, plus chaleureuse, mais j'avais appris ma leçon. J'ai cessé de collectionner des objets personnels anciens. Plus de jouets, plus de vêtements, plus de choses qui avaient appartenu intimement à des personnes. Je me suis limité à des meubles et des objets décoratifs sans histoire émotionnelle forte. Et chaque fois que je vois une poupée ancienne dans un marché aux puces, je m'éloigne. Parce que je sais maintenant que certains objets peuvent porter plus que de simples souvenirs. Ils peuvent porter de la douleur, du traumatisme, et des esprits piégés cherchant désespérément un moyen de s'échapper. Cela fait 4 ans depuis. Ma famille va bien. Valentina est maintenant une adolescente heureuse qui ne se souvient même plus complètement de ce qui s'est passé. Ou peut-être préfère-t-elle ne pas se souvenir. Mais je me souviens. Je me souviens du visage de Clara quand je l'ai enfin vue. Je me souviens de sa gratitude. Et je me souviens aussi de sa douleur, tout ce temps piégé, d'abord dans un cercueil, puis dans une poupée, et enfin essayant de s'accrocher à ma fille. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si nous n'avions pas agi. Si nous avions laissé Clara s'installer complètement en Valentina, aurait-elle fini par dévorer ma fille? Ou aurait-elle coexisté, deux consciences dans un même corps? Je ne veux pas connaître la réponse à ces questions. Ce que je sais, c'est ceci. Il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension. Des énergies qui persistent après la mort. Des esprits qui s'accrochent à des objets parce qu'ils ne savent pas comment ou ne peuvent pas avancer. Et certains de ces objets finissent dans des marchés aux puces, attendant que quelqu'un comme moi les achète et les ramène chez soi. Alors, si jamais tu trouves quelque chose dans un marché de seconde main qui attire puissamment ton attention, que tu sens que tu dois avoir quoi qu'il arrive, réfléchis-y à 2 fois. Demande d'où cela vient. Demande son histoire. Et si quelque chose te semble mal, s'il y a une petite voix dans ta tête te disant de ne pas le faire, écoute-la, parce que je ne l'ai pas fait. Et cela a presque coûté la santé mentale de ma fille. Cela lui a presque coûté beaucoup plus que cela. La curiosité et l'amour des antiquités ne valent pas ce prix. Rien ne le vaut. Ainsi se termine l'histoire que Sophia m'a partagée. Elle m'a dit que depuis lors, elle a été beaucoup plus sélective avec ce qu'elle collectionne, qu'elle a appris à faire confiance à ses instincts quand quelque chose semble mal. Sa famille s'est complètement rétablie et Valentina va bien, bien que Sophia préfère ne pas en parler beaucoup avec elle. Si jamais vous avez acheté quelque chose dans un marché de seconde main qui a eu des conséquences inattendues, ou si vous avez des histoires sur des objets qui semblaient avoir une vie propre, laissez-le dans les commentaires. J'adore connaître ces expériences. Merci d'avoir écouté, et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le pour plus d'histoires chaque semaine. Prenez soin de vous, et réfléchissez à 2 fois avant d'apporter chez vous des objets avec trop d'histoire. On se voit la prochaine fois. Cette expérience m'a été racontée par Roberto, un suiveur qui travaille comme gardien de nuit dans un immeuble de bureau à Mexico. Si tu travailles aussi de nuit et que tu as ressenti que tu n'es pas seul dans un endroit qui devrait être vide, j'aimerais que tu partages ton histoire dans les commentaires. Parfois, ces expériences doivent être racontées. Ce que Roberto a vécu a commencé comme un travail de sécurité routinier, mais s'est transformé en quelque chose qui l'a amené à remettre en question la nature même de la réalité. Nous avons parlé de miroirs qui reflètent des choses qui ne devraient pas être là, d'un étage qui n'existe officiellement pas, et de quelque chose qui a été invoqué il y a des années et qui n'est jamais parti. Prépare-toi, car cette histoire va te mettre mal à l'aise. J'ai obtenu le poste de gardien de nuit dans le bâtiment Montemayor il y a 3 ans. C'était un bâtiment de bureau de 12 étages en plein réformat. L'un de ces endroits impeccables avec un hall en marbre et des bureaux de luxe. Le salaire était bon et le travail semblait simple. Faire des rondes chaque heure, surveiller les caméras, m'assurer que tout était en ordre, car de 11 heures du soir à 7 heures du matin, 5 jours par semaine. Mon superviseur, Don Hector, y travaillait depuis 15 ans. Lors de mon premier jour, il m'a fait faire le tour, me montrant les itinéraires des rondes, où se trouvaient les extincteurs, les sorties de secours, tout le protocole standard. Mais il y avait quelque chose qui me semblait étrange. Nous étions dans l'ascenseur et j'ai remarqué que les boutons allaient du 1er au 11e étage, puis sautaient au 13e.
Il n'y avait pas de bouton pour le 12e étage. Pourquoi n'y a-t-il pas de 12e étage? Ai-je demandé. Don Hector se mit tendu. C'est un espace technique, équipement de maintenance, système de climatisation. Ce n'est pas accessible au personnel de sécurité. N'essaie jamais d'entrer là-dedans. Pas même pour les rondes. Surtout pas pour les rondes. S'il y a une urgence à cet étage, tu appelles les pompiers. Tu n'entres pas, compris? La fermeté dans sa voix m'a laissé clair que ce n'était pas négociable. J'ai acquiescé, bien que cela me semblait étrange. Les premières semaines étaient complètement normales. Je faisais mes rondes, vérifiais les portes, surveillais les caméras. L'immeuble la nuit était silencieux, presque trop. Mes pas résonnaient dans les couloirs vides, et le seul son constant était le bourdonnement de la climatisation. Mais après un mois, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Des objets qui bougeaient. Une chaise que je jurais avoir laissée sous le bureau apparaissait au milieu du bureau. Des papiers par terre bien que les fenêtres soient fermées. Des lumières qui s'allumaient toutes seules dans des étages que je venais de vérifier. Je l'ai mentionné à Don Hector. Il a haussé les épaules. C'est un vieux bâtiment. Enfin pas si vieux, mais il a déjà ses manies. Probablement des systèmes électriques défaillants, des courants d'air. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais je m'inquiétais, parce que ce n'était pas seulement ça. Parfois, quand je marchais dans les couloirs, j'avais l'impression que quelqu'un marchait derrière moi. Je me retournais et il n'y avait personne. Les caméras ne montraient rien d'inhabituel, mais la sensation persistait. Une nuit, vers 3 heures du matin, j'étais dans la salle de surveillance à vérifier les caméras. Nous avons 20 caméras réparties dans tout le bâtiment. Hall, couloir, escalier de secours, parking. Je buvais du café, à moitié endormi, quand quelque chose sur l'un des moniteurs a attiré mon attention. C'était la caméra du couloir du 11e étage. Il y avait une silhouette là-bas. Une personne, complètement immobile, de dos à la caméra. Elle portait des vêtements sombres et avait les cheveux longs. Je me suis immédiatement dirigé vers là. Il ne devrait y avoir personne dans le bâtiment à cette heure-là, sauf moi. J'ai vérifié le registre d'accès. Personne n'était entré après que le bâtiment est fermé à 9 heures du soir. J'ai pris ma lampe de poche et ma radio et je suis monté au 11e étage. Mon cœur battait rapidement pendant que l'ascenseur montait. Lorsque les portes se sont ouvertes, le couloir était complètement vide. J'ai parcouru chaque bureau, chaque recoin. Il n'y avait personne. Je suis retourné à la salle de surveillance et j'ai vérifié l'enregistrement. La silhouette avait été là pendant exactement 2 minutes et 30 secondes. Puis, elle a simplement disparu. Elle ne s'est pas déplacée. Elle n'est pas allée dans une autre direction. Une image était là, la suivante ne l'était pas. J'ai appelé Don Hector bien que ce soit sa nuit de repos. Je lui ai expliqué ce que j'avais vu. « Roberto, dit-il après un long silence, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi qu'il arrive, ne va pas au 12e étage. Tu me comprends? Don Hector, je ne comprends pas ce que cela a à voir avec... Promets-le. D'accord, je le promets. Bien. Maintenant écoute. Le bâtiment Montemayor a été construit en 1997. Il y a eu des problèmes pendant la construction, des accidents, des morts. Et après son inauguration, des choses se sont passées. Des entreprises qui faisaient faillite après s'être installées ici. Des employés qui se suicidaient. C'était si mauvais que pendant des années, le bâtiment est resté à moitié vide. Personne ne voulait y louer. Et que s'est-il passé? Le propriétaire a engagé quelqu'un, un spécialiste. Ils ont fait quelque chose au 12e étage. Je ne sais pas exactement quoi, mais quoi que ce soit, ça a fonctionné. Les choses mauvaises se sont arrêtées. L'immeuble s'est rempli. Mais une partie de l'accord était que le 12e étage reste scellé. Pour toujours. Ce qui est contenu là-dedans doit y rester. J'ai ressenti un frisson. Tu es en train de dire qu'il y a quelque chose au 12e étage. Je dis qu'il y a des raisons pour lesquelles cet étage n'apparaît pas sur les plans officiels de l'immeuble. Des raisons pour lesquelles les escaliers de secours sautent du 11e au 13e. Des raisons pour lesquelles toi, moi et tout autre surveillant avons strictement interdiction d'y aller. J'ai raccroché le téléphone en ayant l'impression que ma perception de ce travail avait complètement changé. Les jours suivants, j'ai essayé d'agir normalement, mais je suis devenu obsédé par le 12e étage. J'ai enquêté sur le bâtiment. J'ai trouvé des articles de presse de la fin des années 90 sur les problèmes mystérieux du bâtiment Montemayor. 3 suicides en 1 an. 5 entreprises qui ont fait faillite en moins de 2 ans après s'y être installées. Des rapports d'employés disant entendre des voix, voir des ombres, se sentir observés. Puis j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant.
Un article de 1999 sur un nettoyage énergétique effectué dans le bâtiment par un groupe dirigé par une femme nommée Magdalena Cortés, une nettoyeuse spirituelle bien connue de la ville de Mexico. L'article était vague sur les détails, mais mentionnait que le rituel avait été réalisé dans les niveaux supérieurs du bâtiment. J'ai cherché plus d'informations sur Magdalena Cortés, et j'ai découvert qu'elle était morte en 2015. Mais j'ai trouvé son fils, Ernesto Cortés, qui avait apparemment hérité du business familial. Je l'ai contacté par email, lui expliquant que je travaillais dans le bâtiment Montemayor et que j'étais curieux du travail que sa mère y avait fait. À ma grande surprise, il a répondu rapidement et a accepté de me rencontrer. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du bâtiment. Ernesto était un homme d'une quarantaine d'années, sérieux, avec des yeux fatigués qui avaient trop vu. Ma mère ne parlait jamais beaucoup de ce travail, m'a-t-il dit, mais je sais que c'était l'un des plus difficiles auxquels elle a été confrontée. Ce qu'il y avait dans ce bâtiment, ce n'était pas une présence normale, c'était quelque chose qui avait été invoqué intentionnellement. Invoqué? Par qui? Pour l'un des architectes originaux du bâtiment. Apparemment, il était impliqué dans l'occultisme. Il voulait mettre certaines protections dans le bâtiment, mais quelque chose a mal tourné avec le rituel. Au lieu de protection, il a invoqué quelque chose d'obscur. Et cette chose a commencé à se nourrir de l'énergie négative dans le bâtiment. Et ta mère l'a éliminé? Ernesto secoua la tête. On ne peut pas éliminer quelque chose comme ça. On ne peut que le contenir. Elle a créé un sceau, une barrière. Elle a concentré toute cette énergie négative en un seul endroit, le 12e étage. Puis elle l'a scellé avec des symboles de protection et des barrières spirituelles. Tant que personne ne brise le sceau, la chose reste contenue. Que se passe-t-il si le sceau se brise? Alors tout ce qui a été contenu pendant des années se libérerait d'un coup. Ce serait catastrophique. Je lui ai parlé de la silhouette que j'avais vue dans les caméras. Son expression s'est assombrie. C'est mauvais. Cela signifie qu'il teste les limites du sceau, cherchant des faiblesses. Tu dois faire très attention. Ne t'approche pas du 12e étage. Ne réponds pas si tu entends des voix. Et si tu vois des choses qui n'ont pas de sens, ignore-les. Ne leur accorde pas ton attention car c'est ce qu'il veut. Je suis parti de cette réunion avec plus de peur que je n'en avais en arrivant. Cette nuit-là au travail, tout semblait différent. Le bâtiment paraissait plus sombre, plus menaçant. Les sons normaux, le bourdonnement de l'air, le craquement de la structure, sonnaient maintenant de manière sinistre. Lors de ma ronde de 2 heures du matin, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais au 7e étage quand j'ai remarqué que toutes les portes des bureaux étaient ouvertes. Toutes. Je les avais vérifiées 2 heures plus tôt et elles étaient verrouillées. J'ai marché lentement dans le couloir. Les bureaux étaient vides, mais dans chacun d'eux, il y avait quelque chose hors de place. Dans un, toutes les chaises étaient empilées au centre. Dans un autre, les tableaux sur les murs étaient retournés. Dans un autre encore, quelqu'un avait écrit sur le tableau blanc « Étage 12 ». Je sentais que l'air devenait plus froid. J'ai sorti ma radio pour appeler le central, mais elle n'a produit que de la statique. Puis j'ai entendu l'ascenseur bouger. Je suis resté paralysé. L'immeuble a 2 ascenseurs. D'où j'étais, je pouvais voir les indicateurs numériques. Les 2 ascenseurs montaient. 8e étage, 9e étage, 10e étage, 11e étage. Et puis, quelque chose d'impossible. Les chiffres ont changé pour 12. Les ascenseurs se sont arrêtés au 12e étage. Mon esprit rationnel criait que c'était impossible. Il n'y avait pas de bouton pour le 12e étage. Les ascenseurs étaient programmés pour sauter de 11 à 13. Mais là étaient les indicateurs, montrant clairement 12. Après une minute qui a semblé éternelle, les ascenseurs ont commencé à descendre. 11e étage, 10e étage, 9e étage. Ils venaient vers où j'étais. J'ai couru vers les escaliers de secours. J'ai descendu aussi vite que j'ai pu, trébuchant sur quelques marches, ma respiration résonnant dans la cage d'escalier. Je ne me suis pas arrêté avant d'arriver au hall. Je me suis enfermé dans la salle de surveillance et j'ai vérifié les caméras. Les 2 ascenseurs étaient arrivés au 7e étage. Les portes s'étaient ouvertes. Et de chaque ascenseur était sorti quelque chose. Ce n'était pas une personne. C'était une ombre d'une forme vaguement humaine, mais déformée, comme si elle était faite de fumée noire. Les 2 ombres ont marché dans le couloir du 7e étage, inspectant les bureaux, comme si elles me cherchaient. Après 15 minutes, elles sont retournées aux ascenseurs et sont montées, de retour au 12e étage.
Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Je suis resté dans la salle de surveillance, avec toutes les lumières allumées, regardant les caméras de manière obsessive. À 7 heures du matin, lorsque mon service s'est terminé et que le garde du jour est arrivé, je suis sorti de là en tremblant. J'ai appelé Ernesto et je lui ai tout raconté. « Tu dois quitter ce travail », m'a-t-il dit immédiatement. Le sceau se fragilise. Et pour une raison quelconque, cette chose s'est fixée sur toi. Sur moi. Pourquoi? Peut-être parce que tu en es conscient. Tu lui as prêté attention. Maintenant, elle te voit comme un objectif potentiel. Que veut-elle de moi? Elle veut probablement que tu ouvres le sceau, que tu entres au 12e étage. Une fois que tu es là, elle peut t'utiliser comme ancre pour sortir. Je ne vais pas entrer au 12e étage. D'accord. Mais tu ne peux pas non plus continuer à travailler là-bas. C'est trop dangereux. Je savais qu'il avait raison, mais j'avais besoin d'argent. De plus, une partie de moi, la partie stupide et curieuse, voulait comprendre davantage. Je voulais savoir ce qu'était vraiment cette chose. Je suis revenu ce soir-là avec un plan. Ernesto m'avait donné quelques amulettes de protection et m'avait appris une prière que sa mère utilisait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. La nuit a commencé tranquillement, trop tranquillement. Même la climatisation ne faisait pas de bruit. C'était comme si tout le bâtiment retenait son souffle. À 11h30, j'ai commencé ma première ronde. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'arrive au 11e étage. Au bout du couloir, là où devrait se trouver le mur avec le logo de l'entreprise occupant cet étage, il y avait une porte. Ce n'était pas une porte normale. Elle était vieille, en bois sombre, avec des symboles sculptés que je ne reconnaissais pas. Et il y avait une petite plaque qui disait simplement « 12 ». Mon cœur s'est accéléré. Cette porte n'avait jamais été là. Elle ne pouvait pas être là, mais elle était là, aussi réelle que n'importe quoi d'autre. Je me suis approché lentement. Je pouvais sentir quelque chose émaner de la porte. Une chaleur antinaturelle et une odeur de soufre et de quelque chose de pourri. J'ai mis ma main sur la poignée. Elle était chaude au toucher. Ne le fais pas. Je me suis retourné brusquement. Don Hector était derrière moi. Mais quelque chose n'allait pas. Sa voix sonnait étrange, déformée. Et quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai vu qu'ils étaient complètement noirs. Don Hector, la chose qui semblait Don Hector, sourit. Il n'est pas ici maintenant. Mais toi, si. Et tu as été très curieux, Roberto. Très, très curieux. Je reculai, sortant l'amuletto que Ernesto m'avait donné. La chose siffla et recula. Cela ne te sauvera pas longtemps, dit-elle. Tu es déjà marqué. Tu fais déjà partie de cela. Que es-tu? Je suis la faim. Je suis le besoin. Je suis ce qui a été appelé et n'a jamais été rendu. Pendant des années, j'ai été piégé derrière ce seau, me nourrissant des miettes que j'arrive à filtrer. Mais maintenant, le seau s'affaiblit. Et bientôt, je serai libre. Pourquoi s'affaiblit-il? Parce que la femme qui l'a créé est morte. Son pouvoir soutenait le seau. Maintenant, il ne reste que le rituel, et les rituels s'estompent avec le temps. Donne-lui 1 an, peut-être 2, et alors je sortirai. À moins que quoi? À moins que quelqu'un ne renouvelle le sceau. Quelqu'un avec la volonté et le savoir, quelqu'un comme toi. Je réalisais ce qu'il suggérait. Tu veux que j'entre au 12e étage. Je veux te proposer un marché. Entre, fais le rituel de renouvellement que ma retenue exige. En échange, je te donnerai quelque chose que tu veux. De l'argent, du pouvoir, du savoir, quoi que ce soit. Et si je refuse? La chose qui ressemblait à Don Hector s'est approchée, et je pouvais voir maintenant que sa forme se dissolvait sur les bords, comme de la fumée se dissipant. Alors quand je sortirai enfin, et je sortirai, tu seras le premier à prendre. Je t'emmènerai avec moi dans le vide où j'ai été piégé, et tu passeras une éternité dans l'obscurité, conscient mais incapable de bouger, de parler, de faire quoi que ce soit, sauf exister dans une agonie silencieuse. J'ai commencé à réciter la prière qu'Ernesto m'avait enseignée. La chose a hurlé et s'est dissoute en une fumée noire qui a été absorbée de nouveau vers la porte du 12e étage. La porte elle-même a commencé à se dissoudre aussi, mais avant de disparaître complètement, je l'ai entendue une dernière fois. Je reviendrai, Roberto. Et la prochaine fois, tu n'auras nulle part où te cacher. Je courus vers les escaliers, et je ne m'arrêtai pas avant d'atteindre le hall. J'appelai Ernesto immédiatement. Il arriva 30 minutes plus tard, avec une mallette pleine de bougies, d'herbes et de symboles peints sur du papier. Nous passâmes le reste de la nuit à renforcer les protections du bâtiment,
en plaçant de nouveaux seaux à des endroits stratégiques. Cela achètera du temps, me dit-il, mais ce n'est pas permanent. Le seau original doit être renouvelé correctement, et pour cela, nous aurions besoin d'accéder au 12e étage. Et cela est impossible. Je le sais. Pas impossible. Juste extrêmement dangereux. Quiconque entre là doit avoir une volonté de faire et une protection adéquate. Sinon, cette chose vous prendra et l'utilisera pour sortir. Je démissionnai la semaine suivante. Je dis à la société que c'était pour des raisons personnelles. Don Hector, le vrai, était revenu au travail sans mémoire d'avoir été possédé. Je lui racontai un peu ce qui s'était passé. Il hocha simplement la tête tristement. Je savais que cela arriverait éventuellement, dit-il. Le sceau de Magdalena ne durerait pas éternellement. Quelqu'un devra faire quelque chose bientôt, ou ce bâtiment redeviendra un cauchemar. Cela fait 6 mois que j'ai quitté ce travail. Je reste en contact avec Ernesto. Il travaille sur un plan cherchant d'autres stagiaires qui pourraient aider à renouveler le sceau. Mais c'est compliqué. Ce type de magie nécessite de la préparation, un bon timing et du courage. En attendant, le bâtiment Montemayor continue de fonctionner. Des milliers de personnes y travaillent chaque jour, sans idée de ce qui est contenu dans l'étage qui n'existe officiellement pas. Parfois, je pense à revenir, à rassembler le courage pour entrer au 12e étage et en finir une bonne fois pour toutes. Mais ensuite, je me souviens de ces yeux noirs, de cette voix me promettant une éternité d'angoisse. Et je sais que je ne suis pas prêt. Peut-être que je ne le serai jamais. Et avec cela, le récit de Roberto se termine. Il me dit que le bâtiment Montemayor est toujours debout, qu'il continue de fonctionner, et que d'après ce qu'il sait, personne n'a encore renouvelé le sceau. Si jamais vous avez travaillé dans un bâtiment avec un étage que personne ne mentionne, ou si vous avez ressenti qu'il y a des endroits dans votre travail qu'il vaut mieux éviter, laissez-le dans les commentaires. Ces histoires d'espace contenu me fascinent toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous pour plus de témoignages chaque semaine. Passez une bonne nuit, et si vous travaillez dans un grand bâtiment, il vaut peut-être mieux ne pas demander pourquoi des étages manquent. J'ai ici le récit d'Andrés, un suiveur du Chili qui m'a écrit au sujet de quelque chose qui lui est arrivé lorsqu'il était adolescent et qui a marqué le reste de sa vie. Si jamais tu as joué avec la Ouija ou avec tout type d'invocation en pensant que c'était juste un jeu et que les choses ont échappé à tout contrôle, j'aimerais beaucoup lire ton expérience dans les commentaires. Parfois, nous sous-estimons le pouvoir de certaines choses. Ce que Andrés et ses amis ont fait une nuit d'été a commencé comme une blague entre amis ennuyés, mais cela a fini par déclencher quelque chose que aucun d'eux n'était préparé à affronter. C'est une histoire sur la curiosité adolescente, sur un rituel qui n'aurait jamais dû être complété, et sur quelque chose qui a été invoqué et qui refuse de partir. J'avais 15 ans quand cela s'est produit. C'était l'été 2009, et je restais chez mon oncle dans le sud du Chili près de Valdivia. Mes parents avaient voyagé à l'étranger pour le travail et m'avaient laissé là pendant 2 mois. Mon oncle travaillait toute la journée, donc j'avais essentiellement la maison pour moi. J'ai rapidement fait des amis dans le quartier. Il y avait Thomas, un garçon de mon âge qui vivait 3 maisons plus bas, sa cousine Sofia, qui avait 16 ans, et Javier, le grand frère de Thomas, qui avait 18 ans et se croyait le plus cool de tous. Nous passions nos journées à jouer à des jeux vidéo, à aller à la rivière, en gros à perdre du temps comme le font les adolescents dans les petites villes. Une nuit, à la mi-janvier, nous étions dans le jardin arrière de la maison de mon oncle. C'était une journée chaude et la nuit était collante, avec cette chaleur humide qui vous fait transpirer juste en étant assis. Thomas avait apporté des bières qu'il avait volées chez son père, et nous nous sentions très rebelles en les buvant pendant que ses parents pensaient que nous regardions des films. « Je m'ennuie », dit Javier après un moment. « Faisons quelque chose d'intéressant. »« Comme quoi ?» demanda Sofia. « Je ne sais pas. Quelque chose qui fait peur, une histoire d'horreur ou quelque chose comme ça. » Thomas ria. « Que sommes-nous, des enfants de 10 ans ?»« J'ai une meilleure idée, » dit Sofia, avec un sourire qui ne me plaisait pas. « Avez-vous déjà fait une séance de spiritisme ?» Nous nous sommes tous regardés. J'avais entendu parler de ces choses, bien sûr. La Ouija, les rituels pour invoquer des esprits. Mais j'ai toujours pensé que c'était des bêtises, des choses de film. « C'est stupide, » dis-je. « As-tu peur ?» me défia Sofia. Et c'est là que j'ai commis ma première erreur. Parce qu'à 15 ans, l'orgueil est plus fort que le bon sens. « Je n'ai peur de rien, » répondis-je. « Cela me semble juste une perte de temps.
Alors ça ne te dérangera pas de participer. Sophia sortit son téléphone et commença à chercher quelque chose. Après quelques minutes, elle trouva ce qu'elle cherchait. Voici. C'est un ancien rituel chilien. Ça s'appelle l'invocation du miroir. Il dit que tu peux contacter des esprits en utilisant seulement des bougies, un miroir, et cette prière spécifique. Elle lut les détails à voix haute. Le rituel nécessitait que nous nous asseyions en cercle autour d'un grand miroir, avec des bougies à chaque coin. Nous devions éteindre toutes les lumières et réciter une prière 3 fois en regardant nos reflets. Supposément, s'il y avait un esprit à proximité, il apparaîtrait dans le miroir derrière l'un de nous. Ça sonne inventé, dit Thomas, mais je pouvais voir qu'il était intrigué. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, dit Javier en se levant. Allons-y. Nous sommes entrés dans la maison. Mon oncle avait un grand miroir dans le salon, de ceux anciens avec un cadre en bois sculpté. Nous l'avons descendu avec précaution et l'avons posé sur le sol de la salle. Nous avons trouvé des bougies dans un placard, vestige d'une coupure de courant qui avait eu lieu des mois auparavant. Nous avons éteint toutes les lumières de la maison. La seule illumination venait des bougies que nous avons placées aux 4 coins du miroir. Nous nous sommes assis en cercle regardant nos reflets dans le verre. La lumière des bougies faisait que nos visages semblaient fantomatiques, avec de profondes ombres sous les yeux et les joues. D'accord, dit Sophia, lisant sur son téléphone. Nous devons nous tenir par la main et réciter ceci 3 fois. Esprits errants dans l'obscurité, je vous invite à vous montrer. Traversez le voile entre votre monde et le nôtre. Apparaissez devant nous maintenant. C'est tout? Demanda Javier. Ça semble trop simple. Eh bien, il dit aussi que nous ne devons pas rompre le cercle sous aucun prétexte jusqu'à ce que nous éteignions les bougies, et que nous ne devons pas cesser de regarder le miroir. Nous nous sommes pris par la main. Celle de Sophia était froide malgré la chaleur. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite, même si je me disais que c'était ridicule d'être nerveux pour quelque chose qui, de toute évidence, ne fonctionnerait pas. Nous avons commencé à réciter « Esprit errant dans l'obscurité, je vous invite à vous montrer ». La première fois, nous avons tous ri nerveusement à mi-chemin. Mais Sophia nous a fait continuer. La deuxième fois, nous l'avons fait plus sérieusement. Nos voix sonnaient étranges dans l'obscurité, résonnant légèrement contre les murs de la salle. Et à la troisième fois, quelque chose a changé. L'air est devenu plus froid. Pas progressivement, mais soudainement, comme si quelqu'un avait ouvert un congélateur. Je pouvais voir ma respiration se condenser devant mon visage. Les flammes des bougies ont commencé à vaciller violemment, bien qu'il n'y ait pas de courant d'air. « Vous sentez ça ?» murmura Thomas. « Ferme-la et continue à regarder le miroir » ordonna Sophia, bien que sa voix tremblait. J'ai continué à regarder mon reflet, et alors je l'ai vu. Au début, je pensais que c'était une illusion d'optique, un tour des ombres dansantes des bougies. Mais non, il y avait quelque chose derrière mon reflet dans le miroir. Une silhouette sombre, à peine visible, comme une ombre plus dense que les autres. « Merde, » dit Javier, « il y a quelque chose là-bas. » Nous l'avons tous vu maintenant. La silhouette devenait de plus en plus définie. Nous pouvions distinguer une forme vaguement humaine, mais déformée. Trop grande, trop mince, avec des membres qui semblaient trop longs. Et puis elle ouvrit les yeux. Ils étaient complètement blancs, sans pupilles, et brillaient d'une lumière propre. Ils nous regardaient directement depuis le miroir. Sophia cria et lâcha nos mains, rompant le cercle. Au moment où elle le fit, toutes les bougies s'éteignirent en même temps. La pièce fut plongée dans une obscurité totale. Nous entendîmes quelque chose bouger. Pas dans la pièce avec nous, mais depuis l'intérieur du miroir. Le bruit de quelque chose qui se traînait, grattant contre le verre. « Lumière! Que quelqu'un allume la lumière !» criai-je. Nous avons trébuché dans l'obscurité, nous heurtant les uns aux autres, cherchant désespérément l'interrupteur. Javier l'a trouvé le premier et les lumières de la pièce se sont allumées. La figure avait disparu. Le miroir ne montrait que nos réflexions normales. 4 adolescents effrayés fixant le verre. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» haleta Thomas. « Ça devait être notre imagination, » dis-je, bien que je ne me croyais même pas. Le pouvoir de la suggestion. Nous nous attendions à voir quelque chose, alors nous l'avons vu. Mais Sophia secouait la tête. Non, je l'ai ressenti. Quand j'ai lâché ses mains, j'ai senti quelque chose me toucher, sur l'épaule, par derrière. Nous sommes restés là, sans savoir quoi faire. Finalement, Javier a dit que nous devrions partir, qu'il était tard.
Nous avons tous rapidement acquiescé. Personne ne voulait rester dans cette maison. Nous avons remis le miroir à sa place et nettoyé les bougies fondues. Mes amis sont partis, et je suis resté seul. Je devrais avoir eu peur, mais j'étais tellement fatigué de la peur que je voulais juste dormir. Je suis monté dans ma chambre, je me suis mis au lit, et j'ai éteint la lumière. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi avant que quelque chose ne me réveille. C'était un bruit. Des coups doux, rythmés, tap, 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 ils venaient de la fenêtre. Ma chambre était au 2e étage. Il n'y avait rien dehors de la fenêtre sauf un arbre à plusieurs mètres de distance. Rien ne pouvait frapper le verre. Je me suis assis sur le lit, le cœur battant. Les coups ont continué. Tap, tap, tap. Lentement, avec chaque muscle de mon corps me criant de ne pas le faire, je me suis approché de la fenêtre. Il n'y avait rien dehors. Juste l'obscurité et le vague contour de l'arbre sous la lumière de la lune. Mais alors, en regardant, j'ai vu un reflet dans le verre de la fenêtre. Pas mon reflet. C'était la silhouette du miroir. La même forme haute et déformée, avec ses yeux blancs brillants. Elle était debout derrière moi. Je me suis retourné en criant, trébuchant en arrière. Ma chambre était vide. Il n'y avait personne là. Mais quand j'ai regardé à nouveau par la fenêtre, le reflet était toujours là. La silhouette dans le verre me regardait, bien qu'il n'y ait personne physiquement dans la chambre avec moi. J'ai couru hors de la chambre et suis descendu les escaliers. Je me suis enfermé dans la salle de bain du 1er étage, la seule pièce de la maison sans miroir. J'ai passé le reste de la nuit là, assis par terre, le dos contre la porte, sursautant à chaque bruit. Quand le jour s'est levé, je suis sorti de la salle de bain. La maison semblait normale à la lumière du jour. Je me suis rapidement douché, évitant de regarder le miroir de la salle de bain, et je suis allé chercher mes amis. Je les ai trouvés dans le parc du village. Ils avaient tous l'air aussi mal que je me sentais. Hier soir, a commencé Thomas, mais il n'a pas terminé sa phrase. « Vous l'avez aussi vu ?» a demandé Sophia. Nous avons tous acquiescé. Chacun d'entre nous avait vu la silhouette dans un reflet pendant la nuit, dans des miroirs, sur des fenêtres, sur l'écran éteint de la télévision. Toujours derrière nous, toujours avec ses yeux blancs brillants, mais jamais physiquement présents quand nous nous retournions. « Nous devons le défaire, » dit Javier. « Le rituel, il doit y avoir un moyen de le renverser. » Sophia chercha frénétiquement sur son téléphone, essayant de retrouver la page où elle avait vu le rituel à l'origine. Mais elle ne pouvait pas la trouver. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Nous avons cherché sur d'autres sites, dans des forums d'occultisme, sur des pages de légendes urbaines. Nous avons trouvé des références à des rituels similaires, mais rien de spécifique sur l'invocation du miroir. Ce que nous avons trouvé, ce sont des avertissements, des histoires de personnes qui avaient effectué des rituels d'invocation et qui ne pouvaient ensuite pas se débarrasser de ce qu'elles avaient appelé. Des entités qui s'accrochaient à elles, les suivant dans chaque reflet, se rapprochant de plus en plus. Dit ici, lut Thomas d'un forum, que lorsqu'une entité est invoquée mais que le rituel n'est pas complété correctement, elle reste piégée à mi-chemin entre les mondes. Elle ne peut pas revenir, mais elle ne peut pas non plus se manifester complètement. Ainsi, elle existe dans des reflets, essayant constamment de traverser. Et que se passe-t-il s'il parvient à traverser ? Ai-je demandé. Personne n'a répondu. Je pense que nous avions tous peur de le savoir. Les jours suivants ont été un cauchemar. La chose dans les reflets apparaissait de plus en plus fréquemment. Au début, seulement la nuit, mais bientôt elle a commencé à apparaître pendant la journée aussi. Nous la voyions dans les vitrines des magasins lorsque nous passions, dans les rétroviseurs des voitures, sur n'importe quelle surface réfléchissante, et à chaque fois, elle était un peu plus proche. La première nuit, elle était floue, à peine visible au fond du reflet. Maintenant, nous pouvions voir des détails. Sa peau était grise et semblait être couverte de fissures, comme de la porcelaine brisée. Ses doigts étaient anormalement longs, se terminant par quelque chose qui ressemblait à des griffes. Et sa bouche, quand elle l'ouvrait, nous pouvions voir des rangées de dents acérées. Mais le pire, c'était qu'elle avait commencé à émettre des sons. D'abord, ce n'étaient que des coups, comme ceux que j'avais entendus à ma fenêtre. Puis ils se sont transformés en griffures. Et finalement, nous avons commencé à entendre sa voix. C'était une voix qui ne sonnait pas humaine, multiple, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. Mais aucune des voix n'appartenait à quelqu'un de vivant. Elle murmurait nos noms. Elle nous promettait des choses. Elle nous disait que nous devions juste le laisser entrer, que nous devions juste le regarder suffisamment, lui accorder suffisamment d'attention,
et il pourrait traverser complètement. Ne l'écoutez pas, nous avertissait constamment Sophia. Ne lui répondez pas, ne lui donnez rien. Mais c'était difficile, parce que la chose savait des choses sur nous, des choses que personne d'autre ne savait, des secrets que nous avions gardés, des peurs que nous n'avions jamais partagées. Elle les utilisait contre nous, les murmurant depuis les reflets, essayant de nous faire réagir. Une nuit, 2 semaines après le rituel, les choses ont empiré. Nous étions tous les 4 chez Thomas. Ses parents étaient sortis dîner, donc nous avions la maison pour nous. Nous avions couvert tous les miroirs de la maison avec des draps, mais nous restions paranoïaques. Javier buvait, essayant de calmer ses nerfs. Il avait été pire que nous tous, il dormait à peine, et quand il le faisait, il avait des cauchemars. « Je n'en peux plus », dit-il soudainement, « cela doit s'arrêter. » « Nous travaillons là-dessus, dit Sophia. « J'ai contacté des gens qui savent sur ces choses. Ce n'est pas suffisant, cette chose est de plus en plus proche. Hier soir, j'ai presque pu la sentir. À travers le miroir, j'ai senti son souffle. Javier, tu dois te calmer. » Mais il n'écoutait pas. Il se leva et marcha vers la salle de bain, où il y avait un miroir que nous n'avions pas couvert, parce qu'il était dans un angle où nous ne pouvions normalement pas le voir depuis le salon. « Javier, non !» cria Thomas. Mais il était trop tard. Javier se tenait devant le miroir de la salle de bain et cria « Si tu veux quelque chose, viens le chercher. Arrête de te cacher dans les reflets et montre-toi vraiment. Lâche !» Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, la température baissa drastiquement. Nous pouvions voir notre souffle dans l'air. Les lumières de la maison commencèrent à clignoter. Et dans le miroir de la salle de bain, la silhouette apparut. Mais cette fois, c'était différent. Elle n'était pas floue ou lointaine. Elle était juste derrière Javier, aussi claire que si elle était vraiment là. Et elle souriait. Javier resta figé, regardant son reflet dans le miroir. La chose leva ses mains aux longs doigts et les plaça sur les épaules du reflet de Javier. « Enfin !» dit la chose avec cette voix multiple et horrible. « Enfin, je peux toucher. » Et alors, quelque chose d'impossible se produisit. Dans le miroir, nous vîmes comment les mains de la chose traversaient les épaules du reflet de Javier. Et dans le monde réel, Javier cria de douleur. Il avait des marques sur ses épaules, des marques rouges qui semblaient des brûlures, au même endroit où les mains de la chose avaient touché son reflet. Nous avons couru vers lui, le tirant du miroir. Les lumières ont cessé de clignoter. La température est revenue à la normale, mais les dégâts étaient faits. « Il peut nous toucher maintenant », murmura Sophia, horrifiée. « Il a brisé la barrière. Il peut nous faire du mal à travers les reflets. » Javier était sous le choc, regardant les marques sur ses épaules. « Ça a fait mal, » dit-il d'une voix creuse. « Ça a fait très mal, comme si je me gelais et me brûlais en même temps. » Cette nuit-là, nous avons enfin trouvé de l'aide. Sophia avait été en contact avec une femme âgée du village, Doña Marta, qui était connue pour travailler avec des problèmes spirituels. Quand nous lui avons raconté ce qui était arrivé à Javier, elle a accepté de nous voir immédiatement. Sa maison était remplie de bougies, d'herbes sèches et de symboles religieux. Elle nous a fait asseoir et a écouté toute l'histoire sans interrompre. Quand nous avons fini, elle a secoué la tête tristement. « Enfant stupide », dit-elle, mais pas avec colère, plutôt avec tristesse, jouant avec des choses qu'ils ne comprennent pas. Le rituel qu'ils ont fait, ils n'ont pas invoqué un esprit, ils ont invoqué quelque chose de bien pire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Thomas. « Il est difficile à expliquer. Dans le folklore ancien, on l'appelle le reflet. C'est une entité qui existe entre les dimensions, se nourrissant de l'énergie de ceux qui l'aperçoivent. Normalement, elle ne peut pas interagir avec notre monde. Mais lorsqu'elle est invoquée par des rituels comme celui qu'ils ont fait, une porte lui est ouverte. Comment l'arrêtons-nous ? Ils doivent compléter le rituel correctement, mais cette fois avec une protection adéquate. Ils doivent lui ouvrir complètement la porte, puis la fermer et la sceller de manière à ce qu'elle ne puisse jamais être rouverte. Il nous a expliqué ce que nous devions faire. C'était compliqué et dangereux. Cela nécessitait que nous retournions à l'endroit où nous avions effectué le rituel original, que nous recréions la configuration exacte, mais cette fois avec des cercles de protection, des herbes spécifiques et des prières de fermeture. « Un de vous devra être l'encre », expliqua-t-il. « Cette personne devra maintenir la porte ouverte pendant que les autres effectuent la fermeture. Le reflet radeau essaiera de passer à travers cette personne. Ils devront être forts. »
S'il cède, s'ils permettent qu'il traverse ne serait-ce qu'une seconde, tout le monde mourra. Nous nous sommes regardés les uns les autres. Personne ne voulait être l'encre. Finalement, Javier parla. Je le ferai. Cela a commencé à cause de moi. Je l'ai défié. Je lui ai donné plus de pouvoir. Javier, tu n'as pas à... commença Sofia. Si, je dois le faire. Et je vais le faire. Doña Marta nous a donné tout ce dont nous avions besoin et nous a instruits méticuleusement sur chaque étape. Nous devions le faire cette même nuit, pendant l'heure du démon, entre 3 et 4 heures du matin, lorsque le voile entre les mondes est le plus mince. Nous sommes retournés chez mon oncle. Nous avons recréé la configuration exacte du rituel original, le miroir sur le sol, les 4 bougies au coin. Mais cette fois, nous avons également dessiné des cercles de protection avec du sel autour, placé des herbes spécifiques que Doña Marta nous avait données, et chacun de nous portait un amulette de protection. À 3h15 du matin, nous avons commencé. Javier s'est assis seul devant le miroir, à l'intérieur du cercle de protection le plus interne. Le reste d'entre nous formait un cercle extérieur, se tenant par la main, récitant les prières que Doña Marta nous avait enseignées. Le reflet est apparu presque immédiatement. Cette fois, ce n'était pas une ombre floue. Il était complètement solide dans le miroir, plus réel que nos propres reflets. Il se déplaçait derrière Javier, l'entourant, cherchant un point faible. « Permets-moi d'entrer », murmurait-il avec cette horrible voix multiple. « Tant de temps à attendre, tant de temps à observer. Laisse-moi juste entrer et tout sera fini. » Javier tremblait, mais maintenait sa position, fixant son reflet, tandis que la chose l'harcelait de l'autre côté du verre. Nous continuions à réciter les prières. Les mots étaient dans une langue que je ne reconnaissais pas, quelque chose d'ancien que Doña Marta nous avait enseigné phonétiquement. Je pouvais sentir le pouvoir en elle, chaque syllabe faisant vibrer l'air. Le reflet commença à s'emporter. Le miroir commença à se fissurer. Les bougies clignotaient violemment. La température fluctuait entre glaciale et étouffante. « Ne cessez pas de réciter !» cria Sofia, en serrant nos mains plus fort. La chose dans le miroir s'est jetée sur Javier. Nous avons vu comment son reflet était attaqué, comment ses mains aux longs doigts l'attrapaient, le griffaient, essayaient de l'entraîner vers le verre. Dans le monde réel, Javier a crié. Des marques sont apparues sur sa peau, des éraflures et des brûlures, mais il est resté ferme, sans rompre le cercle de protection. « Nous y sommes presque !» a crié Thomas. Nous sommes arrivés à la partie finale du rituel. Nous devions réciter la phrase de clôture 3 fois, chaque fois plus fort. C'était un ordre direct pour que l'entité retourne dans sa dimension et ne revienne jamais. Par le pouvoir du sacré, je t'ordonne de revenir. Le reflet a hurlé. Le son était assourdissant comme 1000 voix criant dans l'agonie. Le miroir s'est fissuré davantage, des lignes de fracture s'étendant depuis le centre. Par le pouvoir du sacré, je t'ordonne de revenir. La chose a commencé à se dissoudre, mais elle luttait contre cela. Elle s'accrochait au reflet de Javier, essayant de l'utiliser comme encre pour rester. « Javier, tu dois le laisser partir !» cria Sofia. « Tu dois le rejeter complètement. » Javier ferma les yeux et cria de toutes ses forces. « Je ne te veux pas, tu n'es pas le bienvenu, va-t'en. Par le pouvoir du sacré, je t'ordonne de revenir, et de rester, c'est aller pour toujours. » Le miroir explosa. Des fragments de verre volèrent dans tous les sens, mais le cercle de protection les arrêta, les faisant rebondir sans danger. La pièce resta dans un silence total. Quand j'ouvris les yeux, le miroir était en 1000 morceaux sur le sol. Les bougies s'étaient éteintes, et surtout, il n'y avait aucune présence. L'air semblait normal, pur. Javier était allongé sur le sol dans son cercle, épuisé mais vivant. Nous avons couru vers lui. « Ça a marché ?» demanda-t-il d'une voix faible. Nous avons regardé autour de nous. Sofia s'est approchée prudemment d'une fenêtre et a regardé son reflet. Juste elle, rien d'autre. « Je crois que oui, » dit-elle, souriant avec des larmes aux yeux. « Je crois que ça a vraiment marché. Nous avons tout nettoyé cette nuit-là. Nous avons rassemblé chaque fragment du miroir et les avons apportés à Doña Marta, qui les a bénis et les a enterrés dans une terre consacrée. Nous avons fait des nettoyages spirituels et avons porté des amulettes de protection pendant des mois après. C'était il y a 15 ans. Nous n'avons jamais revu le Reflejado. Mais il y a des conséquences à ce que nous avons fait. Javier n'a jamais été le même après cette nuit-là. Les marques sur sa peau ont finalement guéri, mais quelque chose en lui est resté endommagé. Il a développé une phobie sévère des miroirs. Jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas être dans une pièce avec un. Il a dû déménager dans un appartement sans salle de bain avec des miroirs.
Ils se rasent sans se regarder, évitent toute surface réfléchissante. Le reste d'entre nous a aussi changé. Sophia est devenue extrêmement prudente avec tout ce qui concerne l'occultisme. Elle a étudié pour devenir quelque chose de similaire à ce que c'était Doña Marta, aidant d'autres personnes qui commettent les mêmes erreurs que nous. Thomas a développé un insomnie chronique. Il dit qu'il a encore des cauchemars à propos de cette nuit-là, de voir son frère se faire attaquer et de ne rien pouvoir faire. Et moi, j'ai appris qu'il y a des choses dans ce monde qui sont mieux laissées en paix, que la curiosité peut vraiment tuer, et que certains jeux ne sont jamais vraiment des jeux. Parfois, très rarement, lorsque je passe devant un miroir, pendant une fraction de seconde, je crois voir quelque chose. Une ombre qui ne correspond pas à la mienne. Un mouvement que je n'ai pas fait, mais quand je regarde directement, il n'y a rien. J'espère que ce ne sont que des souvenirs, mon esprit me jouant des tours. J'espère que nous avons vraiment scellé le reflet cette nuit-là. Mais dans mes moments les plus sombres, je me demande si nous l'avons vraiment fait, ou si nous l'avons simplement affaibli suffisamment pour qu'il doive être plus subtil, plus patient, en attendant dans les reflets, observant, attendant une autre chance. Et ainsi se termine l'histoire d'Andrés. Il vit maintenant à Santiago, travaille comme ingénieur, et selon ses dires, il mène une vie normale. Mais il a avoué qu'il ne se sent jamais complètement à l'aise près des miroirs. Si tu as vécu quelque chose après avoir joué avec des rituels ou des invocations que tu pensais inoffensifs, s'il te plaît, partage-le dans les commentaires. Ces leçons doivent parfois être entendues. Et si cette histoire t'a tenu en haleine, abonne-toi pour plus de témoignages chaque semaine. Il y a beaucoup d'expériences qui attendent d'être racontées. Passe une bonne nuit et réfléchis à 2 fois avant de faire des rituels que tu trouves sur Internet. À bientôt. J'ai reçu ce témoignage d'une auditrice nommée Carolina, qui vit dans un petit village près de Guadalajara. Ce qu'elle m'a raconté sur son expérience lorsqu'elle était enfant m'a laissé pensif pendant des jours. Si tu as déjà vécu quelque chose d'inexplicable dans ton enfance, quelque chose qui te poursuit encore aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que tu le partages dans les commentaires. Parfois, ces souvenirs nous accompagnent toute notre vie en cherchant à être racontés. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans une vieille maison dans un village oublié, où Carolina et sa famille ont vécu quelque chose que personne d'autre n'a pu expliquer jusqu'à ce jour. Je m'appelle Carolina et j'ai 34 ans. Ce que je vais raconter s'est produit quand j'avais 11 ans, mais je m'en souviens avec une clarté qui me terrifie. Il y a des choses que la mémoire devrait nous permettre d'oublier, mais celle-ci n'en fait pas partie. C'était l'été 2001. Mes parents venaient de divorcer, et ma mère a décidé que nous avions besoin d'un changement radical. Elle a vendu notre appartement à Guadalajara et, avec cet argent et ses économies, elle a acheté une vieille maison dans un village appelé San Isidro, à environ 2 heures de la ville. Elle disait que ce serait bien pour nous, plus calme, plus économique, que nous pourrions recommencer à zéro. Je ne voulais pas y aller. J'avais des amis en ville, mon école, ma vie, mais on ne m'a pas laissé le choix. Ainsi, fin juillet, ma mère, mon petit frère Thomas, qui avait alors 8 ans, et moi avons déménagé à San Isidro. La maison était énorme, bien plus grande que notre appartement. Elle avait 2 étages, 6 pièces, une cour arrière avec des arbres fruitiers, et un sous-sol que ma mère a dit que nous utiliserions comme cave. Elle était magnifique, oui, mais il y avait quelque chose en elle qui me mettait mal à l'aise dès le premier instant. Je ne peux pas l'expliquer. C'était comme si la maison t'observait. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les miroirs. Il y avait des miroirs partout. Dans chaque pièce, dans chaque couloir, certains petits, d'autres énormes, allant du sol au plafond. Des miroirs anciens avec des cadres ornés, dorés, argentés, certains en bois sculpté. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi il y en avait autant, elle haussa les épaules. Les anciens propriétaires devaient aimer les miroirs. Ils sont magnifiques, tu ne trouves pas? Décoratifs. Ils donnent l'impression que la maison est plus grande. Mais je n'aimais pas ça. Il y avait quelque chose d'inquiétant à voir constamment ton reflet, à chaque coin que tu regardais. Les premiers jours furent chaotiques. Déballer, arranger les meubles, nettoyer la poussière accumulée. La maison était vide depuis presque 2 ans, nous a dit l'agent immobilier.
Les anciens propriétaires étaient partis brusquement, mais il n'a pas donné plus de détails. Ma chambre était au 2e étage, au bout du couloir. Elle était spacieuse, avec une grande fenêtre donnant sur la cour arrière. Et, bien sûr, elle avait un miroir. Un vieux miroir à cadre doré qui couvrait presque tout le mur en face de mon lit. J'ai demandé à ma mère de l'enlever. « Pourquoi ? Il est magnifique, dit-elle. Je n'aime pas. Ça me fait peur. Carolina, ne sois pas ridicule. Ce n'est qu'un miroir. Mais il est juste en face de mon lit. Je ne veux pas me voir quand je me réveille. Ma mère a soupiré, fatiguée. D'accord, nous le couvrirons avec un drap si ça te dérange tant. Mais nous ne l'enlèverons pas. Il est fixé au mur et nous risquerions d'endommager le plâtre. Cette nuit-là, nous avons accroché un drap blanc sur le miroir. Il était complètement couvert. Je me suis senti un peu mieux. La première semaine a été étrangement calme. Nous avons exploré le village, rencontré les voisins, acheté ce qui était nécessaire pour la maison. Thomas semblait bien s'adapter. Moi, je regrettais ma vie d'avant, mais je faisais un effort. Tout a changé la 8e nuit. Je me suis réveillé sans raison apparente. Il était tard, après minuit selon l'horloge sur ma table de nuit. La maison était en silence complet. Je suis resté allongé, regardant le plafond, me demandant ce qui m'avait réveillé. Puis je l'ai remarqué. Le drap qui couvrait le miroir était par terre. Je me suis assise sur le lit, le cœur battant plus vite. Il a dû tomber, ai-je pensé. Il était mal accroché. C'est tout. Mais en regardant maintenant le miroir découvert, j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang. Mon reflet ne faisait pas la même chose que moi. J'étais assise sur le lit, regardant le miroir. Mais mon reflet était allongé, de côté, me regardant directement. J'ai cligné des yeux. Une fois. 2 fois. Mon reflet n'a pas cligné. Il me regardait simplement avec de très grands yeux, sans bouger. J'ai crié. Ma mère est arrivée en courant, allumant les lumières dans le couloir. Elle est entrée dans ma chambre, les cheveux en désordre et l'expression inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pointé le miroir d'une main tremblante. Le miroir. Mon reflet était... Mais quand j'ai regardé à nouveau, mon reflet était normal. Moi assise sur le lit, en train de signaler. Ma mère debout près de la porte. Tout était correct. « Carolina, qu'est-ce qui t'arrive ?» a demandé ma mère en s'approchant. Moi, j'ai vu... Je ne savais pas comment l'expliquer. Ça semblait ridicule même dans ma tête. La drap était tombée. Ma mère a regardé la drap sur le sol. Elle devait être mal accrochée. Viens, je t'aide à la remettre. Non, je ne veux pas la couvrir. Je veux que tu l'enlèves. Carolina, on en a déjà parlé. S'il te plaît. J'étais au bord des larmes. S'il te plaît, maman, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce miroir. MTD. Ma mère m'a regardé avec cette expression que les adultes utilisent quand ils pensent que tu es irrationnel mais ne veulent pas être durs avec toi. C'est bon. Demain, on verra comment l'enlever sans endommager le mur. Pour ce soir, veux-tu dormir avec moi? J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de ma mère, blotti contre elle comme quand j'étais petite. Le lendemain matin, ma mère a essayé d'enlever le miroir. Mais il s'est avéré qu'il était collé au mur avec une sorte de colle industrielle. Nous avons même appelé un voisin qui travaillait dans la construction pour nous aider. Après 1 heure d'essai, il nous a dit que la seule façon de l'enlever serait de le casser, et cela pourrait être dangereux en plus d'apporter de la malchance selon lui. Sont 7 ans de malchance si tu as brisé un miroir, dit-il, mi-ironique, mi-sérieux. Ma mère a décidé de le laisser, mais elle m'a changé de chambre. Je suis déménagé dans une plus petite de l'autre côté du couloir. Cette chambre n'avait qu'un petit miroir au-dessus de la coiffeuse, facile à couvrir. Je pensais que cela résoudrait le problème, mais cela l'a simplement empiré. Parce que même si je n'étais plus dans la chambre avec le grand miroir, la chambre était toujours là, de l'autre côté du couloir. Et le soir, quand tout était sombre et silencieux, j'entendais parfois des bruits venant de là-bas, des craquements, comme si quelqu'un marchait sur le parquet en bois, des murmures, très faibles, impossibles à comprendre, et une fois, un rire, doux, féminin, qui s'est arrêté brusquement. Je n'ai rien dit à ma mère. Je savais qu'elle ne me croirait pas, mais Thomas m'a cru. Un après-midi, 2 semaines après notre déménagement, Thomas est venu dans ma chambre.
Il avait l'air effrayé. Caro, je peux te raconter quelque chose de bizarre. Bien sûr. Que se passe-t-il? Il s'est assis sur mon lit, enroulé autour de ses genoux. Parfois je vois des choses dans les miroirs. Ma peau s'est hérissée. Quel genre de choses? Des personnes qui ne devraient pas être là. Comme hier, j'étais dans le salon en train de jouer à des jeux vidéo, et j'ai regardé le grand miroir au-dessus de la cheminée. J'ai vu une fille debout derrière le canapé, mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. À quoi ressemblait-elle? Je ne sais pas. Tout est allé très vite. Elle avait de longs cheveux foncés et une robe blanche. Mais quand j'ai regardé à nouveau dans le miroir, elle n'était plus là. Tu l'as dit à maman? Il secoua la tête. Elle ne va pas me croire. Elle dira que c'est mon imagination. Il avait raison. Et le pire, c'est que je savais que ce n'était pas son imagination. Parce que moi aussi j'avais commencé à voir des choses. Des ombres qui bougeaient dans les reflets quand personne d'autre n'était prêt. Des figures floues dans les coins des miroirs qui disparaissaient quand on les regardait directement. Et des visages. Juste une seconde, une fraction de seconde. Un visage qui n'était pas le tien te regardant depuis le cristal. J'ai dit à Thomas que nous devions être prudents, que nous ne devrions pas être seuls près des grands miroirs, que si nous voyions quelque chose d'étrange, nous ne devrions pas le regarder fixement. Pourquoi pas? A-t-il demandé. Je ne sais pas. Je ressens juste que c'est ce qu'il faut faire. Mais je n'ai pas suivi mon propre conseil. C'était une nuit de vendredi, 3 semaines après notre déménagement. Ma mère était sortie dîner avec de nouvelles amies du village. Thomas et moi étions seuls. Il s'était endormi tôt après avoir regardé un film. J'étais dans le salon, lisant un livre, essayant d'ignorer les miroirs qui m'entouraient. Alors j'ai entendu le piano. La maison avait un vieux piano dans ce que ma mère appelait la salle de musique. Une petite pièce au premier étage que nous n'avions pas encore entièrement meublée. Le piano était venu avec la maison, désaccordé et couvert de poussière. Les notes étaient simples, répétitives, comme si quelqu'un appuyait sur les mêmes touches encore et encore. Pling, pling, pling. Je me suis levé et j'ai marché vers la salle de musique. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement et j'ai regardé à l'intérieur. Personne ne jouait du piano. Les touches bougeaient toutes seules, s'enfonçant et se relevant, produisant ces notes monotones. Pling, pling, pling. J'aurais dû partir. J'aurais dû courir, prendre Thomas et quitter la maison. Mais la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus, m'a fait entrer. Il y avait aussi un miroir dans cette pièce. Un miroir en pied dans le coin. En marchant vers le piano, mon reflet bougeait avec moi. Normal, correct. Les touches ont cessé de bouger brusquement. Le silence était assourdissant. Et alors, dans le miroir, j'ai vu quelque chose qui a arrêté mon monde. Il y avait quelqu'un debout derrière moi dans le reflet. Une fille, comme Thomas l'avait décrite. Cheveux longs et noirs. Robe blanche, sale et déchirée. Elle était juste derrière moi, si proche que je pouvais toucher son épaule. Je me suis tourné violemment. Il n'y avait personne derrière moi. J'ai regardé à nouveau dans le miroir. La fille était toujours là, dans le reflet. Maintenant, elle souriait. C'était un sourire horrible, trop large, trop étendu pour son visage. Et alors, elle a parlé, pas à voix haute. Ses lèvres bougeaient dans le reflet et sa voix résonnait dans ma tête. Je veux jouer. Je reculais, trébuchant sur mes propres pieds. Je tombais au sol. Le miroir était maintenant à quelques mètres, mais je pouvais voir clairement la scène reflétée. La petite fille était agenouillée à côté de moi dans le reflet, approchant son visage du mien. « Pourquoi ne joues-tu pas avec moi? Je suis toute seule depuis si longtemps. Sors d'ici !» criai-je, ma voix se brisant. Tout le monde est parti. Ceux d'avant sont partis. Mais vous êtes restés. Finalement, quelqu'un est resté. Je me suis traîné en arrière, vers la porte. La fille dans le miroir me suivait, bougeant par à-coups, de manière peu naturelle, comme une marionnette. Ne pars pas. Si tu pars, je vais me fâcher. Tu n'aimeras pas quand je serai en colère. Je suis arrivé à la porte. Je me suis levé et j'ai couru. J'ai couru vers les escaliers. J'ai monté 2 à 2. Je suis entré dans la chambre de Thomas et j'ai verrouillé la porte. Thomas s'est réveillé en sursaut. « Caro, qu'est-ce qui se passe? Nous devons quitter cette maison, dis-je en haletant. Il y a quelque chose de mauvais ici.
Quelque chose de très mauvais. Thomas s'est levé du lit, effrayé par mon ton. Qu'as-tu vu? Une fille. Dans le miroir. Elle m'a parlé. Thomas, ce n'était pas mon imagination, c'était réel. Je te crois, dit-il rapidement. Je te crois parce que je l'ai aussi vue plusieurs fois. Pas seulement cette fois. Je la vois presque toutes les nuits dans le miroir de ma chambre. Parfois, elle me regarde simplement. D'autres fois, elle bouge les lèvres comme si elle parlait. Mais je n'entends rien. Nous sommes restés là, dans sa chambre, en attendant que ma mère revienne. Mais les heures passaient et elle n'arrivait pas. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Vers 2 heures du matin, nous avons entendu un coup, puis un autre, et encore un autre. Il venait du couloir. On aurait dit que quelqu'un frappait aux portes une par une en s'approchant. Bang, bang, bang. Chaque coup plus proche, plus fort. Il vient par ici, chuchota Thomas, les yeux très ouverts. Bang, bang, bang. La porte de la chambre voisine. Bang, bang, bang. Notre porte. Et puis le silence. Nous avons attendu. 30 secondes. 1 minute. 2 minutes. Rien. Et puis nous avons entendu sa voix. Pas dans nos têtes cette fois. C'était une voix réelle, venant de l'autre côté de la porte. La voix d'une petite fille, chantant. Les bons enfants jouaient avec moi. Les mauvais enfants doivent partir. 1, 2, 3. Qui veut se cacher? 4, 5, 6. Je vais vous trouver. La chanson continua. Encore et encore. Pendant ce qui sembla des heures. Thomas et moi nous sommes embrassés, tremblants, pleurant en silence. Finalement, nous avons entendu la voiture de ma mère entrer dans le garage. La porte principale s'ouvrant. Ses pas dans les escaliers. La chanson s'est arrêtée immédiatement. Ma mère a frappé à notre porte. « Enfant, pourquoi êtes-vous ensemble? Quelque chose ne va pas ?» J'ai ouvert la porte et je me suis jeté dans ses bras. « Maman, nous devons quitter cette maison. S'il te plaît, nous ne pouvons pas rester ici. » Nous lui avons raconté tout, chaque détail. Au début, elle pensait que nous avions fait des cauchemars partagés, mais quand elle a vu à quel point nous étions terrifiés, à quel point nous étions sérieux, son expression a changé. « Je vais enquêter sur cette maison demain », a-t-elle finalement dit. « Mais pour cette nuit, nous dormirons tous ensemble dans ma chambre, d'accord ?» Nous avons hoché la tête. Le lendemain matin, ma mère est allée aux archives municipales et au journal local pour enquêter sur l'histoire de notre maison. Ce qu'elle a trouvé était troublant. La maison avait été construite en 1920 par une famille riche. En 1952, un couple y vivait avec leur fille unique, une petite fille de 7 ans appelée Lucia. La mère était une femme obsédée par la beauté et l'apparence. Elle a rempli la maison de miroirs pour, selon elle, multiplier la beauté. Mais Lucia est née avec une déformation faciale, une malformation de sa bouche qui lui donnait une apparence perturbante. Sa mère, honteuse, la maintenait enfermée dans la maison. Elle n'allait pas à l'école, elle n'avait pas d'amis. Il n'y avait qu'elle et les miroirs. Les voisins de l'époque rapportaient qu'ils entendaient parfois la petite fille pleurer, supplier qu'on la laisse sortir. Mais sa mère insistait que tout allait bien. Une nuit de 1959, il y eut un incendie dans la cave. Lorsque les pompiers arrivèrent, ils trouvèrent les parents sains et saufs à l'extérieur. Mais Lucia était toujours à l'intérieur, piégée dans sa chambre au 2e étage. Sa mère avait fermé la porte à clé de l'extérieur. Lucia est morte dans cet incendie. Elle n'avait que 14 ans. Les parents ont été enquêtés mais jamais formellement accusés. Ils ont quitté le village et la maison est restée abandonnée pendant des années. Depuis, elle a eu plusieurs propriétaires, mais aucun ne restait plus de quelques mois. Tous rapportaient des choses étranges, des bruits, des apparitions, des voix. Mais les agents immobiliers minimisaient toujours ces rapports, désespérés de vendre la propriété maudite. Quand ma mère nous a raconté cela, j'ai su que nous ne pouvions pas rester. Et à mon soulagement, elle a été d'accord. Nous allons perdre de l'argent, dit-il. Mais cela n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de vivre dans la peur chez soi. Cette même semaine, nous avons mis la maison en vente. En attendant, nous sommes allés vivre chez ma grand-mère à Guadalajara. Nous sommes retournés à la maison une seule fois de plus pour récupérer le reste de nos affaires. C'était pendant la journée, avec les lumières allumées et tous les miroirs couverts de draps. Mais pendant que je faisais mes valises dans ma vieille chambre, celle avec le grand miroir que nous n'avons pas pu enlever, j'ai ressenti une présence. Lentement, j'ai levé les yeux vers le drap qui couvrait le miroir. Le drap bougeait.
comme s'il y avait une brise, mais il n'y avait pas de fenêtres ouvertes. Et alors j'ai vu une petite protubérance, comme si quelqu'un appuyait de l'autre côté, depuis l'intérieur du miroir. Je suis sorti de cette chambre et je n'y suis jamais retourné. Finalement, après 6 mois, quelqu'un a acheté la maison. Un jeune couple sans enfants. Ma mère a essayé de les avertir, mais ils pensaient que ce n'était que des superstitions. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je ne veux pas le savoir. Il s'est passé 23 ans depuis lors. Maintenant, je vis à Monterrey. J'ai ma propre famille, une vie normale. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais pu surmonter. Ma relation avec les miroirs. Je n'en ai aucun chez moi. Pas un seul. Mon mari pense que c'est une excentricité. Mes enfants se plaignent parfois. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas avoir de miroir autour de moi. Parce que parfois, quand je passe devant une fenêtre la nuit et que je vois mon reflet, ou quand j'entre dans une salle de bain publique avec de grands miroirs, je vois quelque chose du coin de l'œil. Une petite fille aux cheveux sombres et vêtue de blanc, debout juste derrière moi, souriant. Et même si je sais que lorsque je me tournerai, il n'y aura personne là, cette image me hante. Elle me hantera toujours. Parce que Lucia ne voulait pas que nous partions. Et je pense qu'une partie d'elle ne m'a jamais laissé partir. C'était l'expérience que Carolina a vécue il y a plus de 2 décennies. Elle m'a dit que l'écrire a été cathartique, que peut-être la partager aiderait d'autres personnes qui ont vécu quelque chose de similaire à se sentir moins seules. Si toi aussi tu as une histoire sur des maisons hantées, des miroirs, ou toute expérience paranormale qui t'a marqué, laisse-la moi dans les commentaires. Chaque histoire mérite d'être écoutée et respectée. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Repose-toi bien, et on se retrouve pour la prochaine histoire.